C'est l'avenir pour le Vision Pro, alors que le casque de réalité mixte, l'ordinateur spatial d'Apple souffle sa première bougie. Peut-on parler de flop? Quels sont les usages qui se sont développés ces 12 derniers mois? Quel marché? Retour d'expérience avec des développeurs qui l'utilisent au quotidien. Quelles sont ses forces mais aussi ses faiblesses? Qu'attendre d'une version 2? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Non, nous n'allons pas parler de l'iPhone 6e. On a fait un petit live mercredi soir, allez le voir si vous voulez avoir toutes les infos sur la dernière nouveauté d'Apple. Ça s'appelle ORLM Express, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube de On refait le Mac, mais également sur Apple Podcast. Ce soir, on parle d'Apple Vision Pro. Il nous fallait des spécialistes. Ils sont avec nous, avec comme invité en plateau cette semaine. Il n'est pas en plateau, il était en duplex. Un spécialiste de l'univers de la réalité virtuelle et augmentée. Il a fait partie des premiers studios de développement à tester et développer sur le Vision Pro avant même sa sortie. Il s'agit de Jordan Moutamani du studio Astrea. Bonjour Jordan. Bonjour Olivier, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Plaisir de parler avec vous. Alors Jordan, pour qu'on situe un petit peu les travaux que mène le studio, Astrea en quelques mots, et je crois que vous avez fait faites de la production vidéo, c'est ça, et qui même primé, d'après ce que j'ai compris. Alors plus exactement, en fait, on a un groupe, le groupe Atlas 5. En fait, on est 3 sociétés, une société de production qui est Atlas 5, une société de fabrication qui est Albion, et une société de distribution qui est Astrea, dont je fais partie. Et donc, on développe depuis maintenant 2017 des expériences en réalité virtuelle et en réalité mixte. En réalité, on travaille même plutôt sur tout ce qui est l'art immersif numérique. C'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ça, là, Jordan. Exactement, c'est ça. Donc, on a fait parmi les œuvres de réalité virtuelle les plus primées dans le monde. On est dans quasiment tous les festivals. Les œuvres sont disponibles en ligne sur plein de casques différents. Elles ont suivi les évolutions technologiques. Elles en ont profité. On travaille sur HTC, sur Meta, sur Pico. Et évidemment, dès que l'Apple Vision Pro est arrivé, on a commencé à travailler dessus. On a été tout de suite en discussion avec Apple. Tu vas tout nous raconter dans un instant. Autre invité dans cette émission cette semaine, il utilise quasiment, on peut le dire quotidiennement, l'Apple Vision Pro pour ses besoins en bureautique, tel ordinateur spatial, mais aussi pour des projets qu'il mène au sein du groupe SNCF. Monsieur Alexandre Cormeret, Innovation Manager à SNCF. Si je suis arrivé, bonjour Alexandre. Tout à fait, bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. On est très curieux de voir ce que tu as fait pour le groupe SNCF. Et puis, on salue PPC, Pierre-Philippe Cormeret, notre ami Pierre-Philippe, qui doit être très fier de son fiston ce soir. En plateau, nos amis chroniqueurs, on commence par Stéphane Meta. Zibi, il ne quitte plus ses wafers et, comme vous pouvez le voir, ses lunettes de Meta. Et monsieur fantastique, Laurent Pantalach. On ne dit pas bonjour, nous. Vous allez le dire dans un instant. Bonjour Stéphane, bonjour Laurent. Ce sera ça ma seule contribution à l'émission. Mais non. En duplex, il a cassé sa tirelire dès le premier jour, dès la sortie du Vision Pro aux États-Unis pour se faire plaisir. L'exceptionnel, le mot est faible, Christophe Degrave d'Anderside. Bonjour Christophe. Salut tout le monde. Olivier, j'en ai même trouvé un moins cher, mais le problème c'est que j'ai un souci avec les couleurs, tu vois. J'ai un truc, ça fonctionne bien, mais j'ai un petit problème de contraste. C'est bizarre. Allez, un salut particulier aux membres du Club ORLM. Vous le savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, contre quelques euros, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, en direct. Et vous êtes aussi conviés à venir ici en plateau, assister aux coulisses de l'émission, ici au Village Bassier à Paris, qui accueille nos studios. Toutes les infos, c'est sur notre chaîne de YouTube ici, en scannant le QR code dans les commentaires. Et puis, on a mis en place une nouvelle offre qui est disponible, qui est un petit peu moins chère. Allez voir. Retour donc sur le Vision Pro, alors qu'il souffle sa première bougie. Quel usage au quotidien? À quoi sert-il? En un mot, est-il un gadget? On va tenter d'y répondre. Alors, ce Vision Pro est-il un gadget? Et au-delà, est-ce qu'il est un flop? Avant d'y répondre, nous avons publié un premier sondage sur X cette semaine pour demander aux utilisateurs du casque de réalité mixte, vraiment aux utilisateurs, ils sont je ne pense pas des milliers, je crois une centaine de réponses. Quels étaient leurs usages au quotidien? Et c'est assez étonnant. Alors, regardez la question. Processeur d'Apple Vision Pro, 1 an après sa sortie, à quoi vous sert votre casque de réalité mixte d'Apple? Le visionnage de vidéos en majorité 41,3%, et non pas majorité, car la majorité a rien, il prend la poussière 49,2%. C'est pas moi qui ai répondu. Je crois qu'on va arrêter l'émission. La majorité des usages.
La majorité des usages, c'est la vidéo. T'as vu, la majorité des non-usages, c'est je ne m'en sers pas. Alors, au travail, comme notre ami Alexandre, 7,9%, et les jeux vidéo, comme notre ami Christophe, 1,6%. Donc, vous allez avoir du travail ce soir pour évangéliser autour des usages de l'Apple Vision Pro. Alors, Apple le présente comme un ordinateur spatial. Force est de constater qu'au final, peu d'utilisateurs l'utilisent comme un ordinateur. Plus inquiétant, on l'a vu dans notre sondage, que beaucoup disent qu'au final, qu'ils ne l'utilisent pas vraiment, qu'il prend la poussière. Le principal usage aujourd'hui, pour toi qui l'utilises au quotidien, Alexandre, c'est surtout à la maison regarder des vidéos dans un usage ludique. On va rentrer dans un univers un peu plus professionnel après. Quand j'ai le temps, ouais, complètement. C'est le meilleur moyen de pouvoir consommer du contenu et de vivre des expériences. C'est vraiment le mot expérience qu'il faut vraiment retenir, parce que tout ce qu'on va faire dans le Vision Pro, c'est une expérience. À chaque fois. Même travailler, au final, c'est une expérience. Et on va le voir un petit peu après. Ouais. Tu me disais en préparant cette émission, Alexandre, que tu l'utilisais au quotidien vraiment, pas simplement parce que tu travailles sur des projets pour la SNCF et le Vision Pro, et ce, plusieurs heures par jour. C'est-à-dire, décris-nous, à quoi sert-il? Écoute, c'est assez simple. On peut avoir un écran incurvé chez soi. Moi, j'ai mon Vision Pro. Donc, j'ai un bureau assis debout, j'ai plus d'écran incurvé. J'ai juste mon Vision Pro, je mets l'écran de mon Mac dedans, et là, je me crée mon environnement de travail qui est à la taille dont j'ai besoin. Et surtout, ce qui est très fort, c'est que tu vois, donc je travaille pour la SNCF, je prends quand même pas mal le train, je suis souvent en mobilité. En fait, je mets mon Vision Pro, je suis dans mon environnement, je voyage avec mon univers, et ça me permet de travailler complètement d'une autre façon. Au bureau, je suis plus dérangé parce que je suis dans ma bulle. Chez moi, je suis pas dérangé, je suis dans ma bulle. Dans le train, je suis dans ma bulle quand je travaille. Et ça, c'est incroyable. Alors, je te propose que tu nous fasses une petite démo. Pendant que tu prépares ton setup, on va poser la même question à Jordan du studio Astrea. Tu l'utilises également au quotidien. Concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur ce produit? Alors moi, sur l'Apple Vision Pro, ça ne sera pas le casque que j'utiliserai le plus aujourd'hui, puisque c'est un casque qui, déjà, on en prend soin, puisque aujourd'hui, on n'en a qu'un. C'est quand même un casque qui coûte un peu cher, et contrairement à des MetaQuest où on en a beaucoup plus, je suis plus à l'aise sur un MetaQuest, parce que c'est quand même le casque que j'utilise au quotidien. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la consommation de vidéos sur l'Apple Vision Pro, c'est absolument génial. Enfin, moi, à partir du moment où on m'a dit que tu pouvais voir Star Wars sur Tatooine, j'ai immédiatement été convaincu. Et en fait, cet avantage de pouvoir avoir des écrans géants d'une qualité qui est vraiment excellente, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres casques, c'était un gros plus. Après, au quotidien, je vais surtout m'en servir pour travailler, parce que nous, on développe des applications directement sur l'Apple Vision Pro. Donc cette utilisation, elle ne sera pas encore dans ce qu'on va retrouver sur le MetaQuest, où là, moi, j'ai une utilisation très gaming. Ouais. Mais sur plein de choses que je ne fais pas sur MetaQuest, aujourd'hui, je le fais, à savoir la consommation de vidéos. Donc, dès que l'annonce a été faite lors de la WWDC, il y a plus de 2 ans et demi, presque 2 ans maintenant, du côté de Cupertino, vous avez fait le choix d'investir et de travailler sur des projets autour de Vision Pro, c'est ça, au niveau du studio Astrea? Oui, complètement, parce que alors déjà nous on était un peu au courant avant que le produit soit annoncé, donc on a tout de suite été en relation avec les équipes d'Apple, sans forcément savoir ce qu'allait être le produit à la fin. On savait déjà qu'il allait avoir un casque de réalité virtuelle qui allait sortir. Il fallait nous appeler, Jordan. Et il fallait vous appeler, oui, exactement. Alors malheureusement, on pouvait pas. Ils nous ont demandé beaucoup de secrets, donc on a tenu ce secret. Mais tout de suite, il y a eu des discussions avec Apple sur ce qui était possible de développer. On a intégré des compétences en interne justement pour pouvoir utiliser des Xcode, par exemple. Nous, on travaillait énormément sur Unity ou sur Unreal et pas du tout sur Xcode. On avait de l'expertise, mais ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment buildé. Et aujourd'hui, on a des équipes qui sont complètement prêtes pour ça. Et donc, on a commencé à réfléchir au type d'expérience qu'on pourrait avoir sur Apple. Et on a sorti aujourd'hui déjà une application SVOD. Et ensuite, on a aussi porté plusieurs applications sur Apple. Et on en a même sorti, puisque Astrea travaille avec d'autres studios qu'Atlas 5. Et on a sorti plusieurs expériences qui sont disponibles aujourd'hui sur l'Apple Store.
Alors, avant que tu nous révèles un petit peu quelques secrets, je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu comment s'est passé justement cette collaboration et ce travail en amont, comment vous avez travaillé avec Apple avant même la sortie du Vision Pro. Tu as donc branché ton casque, il est connecté à la régie en AirPlay, et donc tu nous disais tu peux travailler. Tu nous fais donc la démo avec un écran incurvé et ton Mac. Tu as ouvert ton Mac. Tout à fait. C'est ça l'ordinateur spatial. C'est pas ça. Travailler et que l'ordinateur est au bout du nez. C'est véritablement déporter ton écran dans un univers XR. Complètement. Et c'est là où il y a vraiment cette force-là. Donc déjà, on peut le prendre sous deux axes. J'ai juste mon casque avec moi. Ouais. Et déjà, dedans, donc j'ai tout mon applicatif. J'ai du Teams, j'ai du Outlook un peu partout. On va basculer sur l'univers XR. Vas-y, fais-nous la démo. Voilà. Donc là, on voit bien... je peux ouvrir mes mails, etc. D'accord. Et imaginons, je suis avec vous, je suis au café, je suis au bureau. Tu veux bosser sur ton ordi. J'ai envie déjà de me mettre dans mon environnement. Tu nous as effacé. Là, je vous ai effacé. Et puis surtout, je peux aussi aller à Bora Bora en pleine nuit. Donc ça, c'est l'un des aspects qui est déjà assez agréable parce qu'on sait, quand on est sur un ordinateur, on a besoin de se concentrer. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et pour moi, le mieux, et surtout que ça s'est mis à jour il n'y a pas longtemps, je fais se connecter au-dessus de mon Mac. Vous voyez, ça le ressort directement. Alors, on va basculer sur le... Et là, vous allez voir, j'ai un écran qui est plutôt sympa. Est-ce que tu peux le refaire, parce qu'on a loupé la synchro. Voilà. Vas-y. Alors, on va voir si ça le recapte ou pas directement. Sinon, petit mouvement de main. Clac. Je choisis l'écran de mon Mac, vous voyez ici. Tout se fait du bout des doigts. Et là, j'ai mon écran de Mac juste ici. C'est super sympa. Écran incurvé, sympathique. Je peux le mettre où je veux. Ouais. Donc déjà, la taille est quand même agréable. Ouais. Et surtout, on peut avoir du ultra large. Et je peux vous dire, j'ai déjà un très grand écran incurvé chez moi, mais là, je tourne beaucoup la tête. Et c'est assez intéressant. Il y a la belle animation qui va bien. Et là, je peux vous dire que travailler comme ça, à 320 km/h dans un TGV, c'est quelque chose. Donc c'est vraiment ce cas d'usage de travail. Il faut du Wi-Fi pour travailler dans j'arrête avec ça. Il y a du local. Alors, on va revenir vers toi dans un instant, Jordan, mais peut-être une réaction de Christophe. C'est vraiment un usage que tu as adopté également sur ton iPhone ou comme beaucoup sur ton iPhone, sur ton Apple Vision Pro, ou au contraire, tu as un peu de mal à le sortir, à le dégainer, tu préfères encore ouvrir simplement ton Mac? Ça dépend vraiment des journées. Tu vois, le truc, c'est que je le laisse toujours sur mon bureau quelque part. Pour l'avoir facilement sous la main et toujours chargé. Donc ça, c'est vraiment le truc, parce que sinon, tu as vraiment ce mur qui se met entre toi et l'usage. Si tu dois commencer à le charger, si tu dois commencer à le brancher, si tu dois commencer à le chercher dans la pièce, etc., ça va juste pas le faire. Il doit vraiment être sous ta main, sous ton regard, et là, ça va déclencher l'usage. Et effectivement, l'usage, pour moi, au quotidien, c'est aussi cet écran panoramique qui est, somme toute, super sympa, et aussi le fait que ce soit très contextualisé. Donc, quand tu as envie de travailler juste avec un peu de musique et faire en sorte d'être dans ton cocon, dans ton univers virtuel, c'est quelque chose que tu peux faire. Et puis, quand tu veux t'ouvrir aux autres, tu peux le faire également. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si tu veux développer, en fait, on parlait de Xcode par exemple. Si tu veux développer, c'est sympa en fait de pouvoir se mettre dans un environnement où tu vas être plutôt isolé du reste du monde. Ou bien alors, quand tu es dans l'interactivité, quand tu es en train de faire des tâches qui te demandent de moins de concentration, tu vas pouvoir effectivement utiliser juste la réalité augmentée et pas être en mode réalité virtuelle complète. Alors, je me tourne vers c'est plutôt sympa. Oui, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, c'est plutôt sympa. Et après, il y a les deux autres usages où là, je suis à 1000% d'accord avec Jordan. C'est très certainement la meilleure façon de consommer du contenu immersif. Alors évidemment, il y a tout ce qui est Apple Immersive et la possibilité d'aller réellement trouver des médias qui utilisent les deux capteurs et donc qui te donnent cet aspect vraiment rendu 3D complet, mais aussi effectivement, comme c'était précisé, des films qui existent déjà en 3D, et là, c'est mieux qu'au cinéma, quoi. C'est juste génial. Et c'est juste génial. Et le fait, tu vois, de pouvoir te mettre sur ton canapé, allongé, et de regarder au plafond ton écran sur le Vision Pro, c'est au top. J'adore regarder au plafond. Il faut que je cours. J'ai du mal juste à convaincre mon banquier. Mais on va y arriver. Stéphane, Laurent en plateau, est-ce que ça vous fait battre votre cœur de geek de voir cette démo? Non. Non, par contre, comme on avait 49% de nos auditeurs qui ont leur Vision Pro a pris la poussière, j'ai vu qu'il y avait une bombe à sec très intéressante en promo sur Amazon pour éventuellement ressortir leur... pour propulser de l'air et enlever... Voilà. Et donc, pour que le puisse réutiliser. Mais quoi? Qu'est-ce que je te dise d'autre?
Vous savez tous très bien ce que je pense. Non mais au-delà. Non, il manque des contenus, il manque des usages. Grâce à cette émission, potentiellement, on arrivera à les faire changer. Je fais la grimace. Tu nous donnes des pouvoirs que non, mais j'essaye d'être positif, un petit peu. On va parler des forces et des faiblesses, mais le concept. Non, la réponse est non. Le concept ne te séduit pas. Non, moi, les lunettes, c'est ça, comme ça, et c'est tout. Donc ça, c'est quoi ça ? C'est le futur. C'est les méta. C'est-à-dire que pour moi, à mon humble avis, si Apple avait tout de suite fait ça, ils auraient mieux fait que Facebook, que Meta. Oui. Ça, c'est certain. Maintenant, pour toi, plutôt que d'aller si loin dans un produit si cher, il faudrait peut-être un produit plus économique et plus simple et qu'on peut utiliser, qui promet moins en termes techno, exactement, mais qui fait bien son boulot et qui est accessible à tous. Et je pense que là, j'ai commencé à avoir, d'ailleurs, pour notre émission des gadgets de l'été, on a le temps, mais on va avoir une collection de lunettes connectées qui feront plus de choses que l'une que l'autre. J'espère qu'il fera beau ce jour-là. Là, d'ailleurs, elle n'est pas très contente parce que j'ai débranché le Bluetooth. Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette démo ? Est-ce que tu trouves le concept séduisant ? On en a déjà parlé ensemble à 2 reprises dans cette émission. Alors, vas-y. C'est un super produit. Ok, c'est très très sympa. C'est un super démonstrateur. J'adore le concept d'écran. Sauf que à l'usage, moi je trouve ça épuisant. C'est-à-dire qu'en fait le produit est encore trop lourd. C'est-à-dire que moi, tu sais que j'ai 10K à mon bureau. Hein. J'ai 2 écrans 5K côte à côte, donc j'ai 10K de pixels. Tu vois, j'ai un paquet très fragile. Hein, j'ai un paquet de pixels disponibles, et donc ce concept d'écran géant, je me suis dit mais ça me fait le bureau génial. Et en fait, en termes oculaires, ça marche super bien, je trouve. Et par contre, en termes de poids, je pense qu'on n'y est pas encore. Non, je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'il faut qu'il perde la moitié de son poids. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Non mais. C'est la deuxième partie. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que tu me poses une question, je te donne globalement. Ouais. Maintenant, on peut rentrer. On va rentrer en détail. Je suis pas aussi négatif que Stéphane. Tu vois, c'est-à-dire que les jeunes, je dirais, je suis hypé par le produit, quoi. Mais la brigade de la francophonie va pas être contente. Mais c'est pile poil le fait. Pourquoi on dit tout le temps, on parle de canapé. C'est un usage canapé en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut que tu sois. T'es bien installé. Ou siège première classe de TGV aussi. C'est assez confort. Oui. Mais voilà, c'est l'usage canapé, donc tu le dis très bien. Si la SNCF nous file des Vision Pro quand on est en première, je crois que tu auras beaucoup de succès. On va voir, on va discuter dans un instant avec Jordan un petit peu des projets qui sont menés au sein de la SNCF. Revenons un instant avec Alexandre. On reviendra un instant avec Alexandre. Revenons un instant avec Jordan. Avant de parler de la SNCF et pas de la SNCM, c'est autre chose, c'est une autre époque. Des formations. Concrètement, Jordan, comment ça s'est passé ? Comment la prise de contact s'est faite avec Apple Film ? Un bref historique. Comment ils vous ont vendu la chose ? Et pour eux, à quoi ça sert à Vision Pro ? Comment ils t'ont vendu le truc ? C'est un truc pour B2B ? C'est un truc que ça va remplacer l'iPhone ? C'est l'ordinateur spatial ? Comment ils vous ont séduit, je dirais ? Alors, j'ai un peu envie de dire, est-ce qu'on a besoin de se laisser séduire par Apple quand ils se lancent dans la réalité virtuelle et qu'on est une société qui travaille dans la réalité virtuelle ? Pas vraiment. En réalité, en fait, nous, déjà, on était assez heureux qu'Apple se lance dans la réalité virtuelle parce que aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est limité en termes d'utilisateurs, même si Meta a vendu énormément de casques à travers le monde, c'est toujours trop peu comparé à d'autres plateformes. Et donc, quand on a un acteur comme Apple qui débarque dans le domaine, tout de suite, en fait, c'est un peu excitant parce que ça provoque des réponses chez les autres constructeurs. Et donc, nous, on a tout de suite été convaincus. L'idée, c'était de pouvoir immédiatement travailler avec Apple et faire des contenus pour eux. Et donc, on a eu toutes ces discussions de ce qui était possible, de ce qui n'était pas possible. Et très vite, en fait, on a compris que l'utilisation allait être complètement différente de celle de Meta ou même d'HTC. Aujourd'hui, dans un casque Meta ou un casque HTC, vous avez énormément de 360. Ne serait-ce que pour le format vidéo, la norme, ça reste la vidéo 360. C'est pas du tout le cas chez Apple. Aujourd'hui, on est sur la vidéo 180, ce qui fait que Apple privilégie la qualité de l'image que vous regardez plutôt que le format innovant. Et moi, je trouve que c'est une approche qui est super intéressante. C'est une approche qui est critiquable, je pense, chez les autres constructeurs. Là où les autres constructeurs ont tout de suite voulu faire quelque chose qui a été innovant et qui, du coup, allait un peu perturber, en fait, leurs clients potentiels. Apple s'est dit, on va débarquer avec un produit qui, lui, est innovant, mais qui va proposer, en fait, des formats que les gens connaissent. Typiquement, on vous propose des plus gros écrans
mais on va pas vous proposer un format 360 comme ce que vous pouvez avoir chez d'autres constructeurs. Et en fait, je crois que ça rassure le client, ça rassure l'acheteur potentiel, parce que ça lui fait comprendre qu'il va faire quelque chose qu'il sait faire, mais juste dans un format augmenté. Et donc en fait, c'est aujourd'hui ce que Apple propose dans la plupart des contenus qu'on retrouve dans le casque. Quand je parlerai de mon coup de cœur, en fait, on est complètement dans ce genre de format. Et donc nous, tout de suite, on se dit c'est assez plaisant parce que on a beaucoup des personnes qui travaillent dans notre société, pour beaucoup viennent du cinéma, de la télé ou de la pub. Et donc en fait, là, on se rend compte qu'on va devoir un peu mélanger les connaissances qu'on a dans la réalité virtuelle un peu plus classique et celles qu'on a dans les formats sur lesquels on travaillait avant. Et je parle notamment du 180. Enfin, par exemple, je suis un peu un grand fan d'Alicia Keys. Et en fait, quand on m'a dit que j'allais pouvoir être dans un studio avec Alicia Keys, c'est généralement un des premiers contenus que je montre à des nouveaux utilisateurs pour leur montrer en fait les possibilités de ce casque. Ouais, et encore une fois, c'est un effet. Et c'est là où la 3D est vraiment très importante avec Alicia Keys. Ouais. Voilà. En fait, c'est surtout qu'ils gèrent, en fait, parce que c'est pas vraiment de la 3D. Enfin, en tout cas, il faudrait demander à des personnes un tout petit peu plus techniques que moi. C'est vraiment la parallaxe qu'on essaie généralement d'avoir dans une vidéo 360, et que en fait, dans un format 180, et puisque vous coupez tout par deux, vous avez la possibilité d'avoir une vidéo qui est beaucoup plus qualitative. Après, il y a certaines choses qui restent critiquables. Je pense notamment à Submerged. Visuellement, c'est très beau, mais pour moi, la 180 fonctionne beaucoup moins sur un contenu comme celui-ci. C'est le premier court-métrage qu'ils ont sorti sur Apple. Ce que c'est un court-métrage qu'a sorti Apple. C'est donc déjà une manière une évocation, une manière différente de tourner et de proposer un divertissement. Mais on va y revenir justement au contenu dans un instant. Mais tu voulais dire un mot moi, ce qui m'intéresse avec toi, Jordan, c'est que tu nous racontes un petit peu comment s'est passée la collab avec Apple. Mais vas-y. Non, ce que je voudrais ajouter, c'est que on va avoir des gens qui vont nous écouter, des gens qui vont nous regarder, et ils n'ont pas vécu cette expérience. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est que dans les démonstrateurs, donc Apple a fourni un certain nombre de contenus assez impressionnants. Il y a des contenus autour de la préhistoire avec des dinosaures. C'est très impressionnant parce que quand on a un T-Rex qui est face à nous, là, on a l'impression qu'il va nous mordre le bout du nez. C'est impressionnant, mais tu restes dans un univers virtuel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister. Oui, ça te met en contexte. La grande force, et c'est là où je suis d'accord avec Jordan, de Alicia Keys. Donc, il faut imaginer, Alicia Keys est en train d'enregistrer en studio, donc dans une ambiance de travail, malgré tout, dans un style, tu vois, autour d'Alicia Keys. Donc, il y a quand même un côté assez cool. Et tu as l'impression, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est je vole un moment auquel je ne devrais pas assister, comme si j'étais, studio, parce que tu es dans le studio au moment où ça se passe. Elle te tourne autour, elle te regarde jamais. Donc, en même temps, tu n'as pas l'impression. Sourire quand même. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas. Donc, moi, j'ai vraiment été bluffé dans l'expérience que tu fais de vivre ce contenu d'enregistrement dans un studio. C'est assez impressionnant. Voilà. C'est juste le petit truc que je voulais rajouter à ce qu'a dit Jordan. Alors, brièvement, sans trop rentrer dans les secrets, Jordan, comment s'est passé l'accord avec Apple ? Il a fallu quoi partir aux États-Unis ? Ils ont filé un Vision Pro. Ça m'étonnerait qu'ils voulaient envoyer en chronopost. Surtout si c'est un prototype. Comment ça s'est passé ? Vous avez vu des prototypes ? Le produit a évolué entre le moment où vous l'avez vu et le moment où il est sorti. Vous avez fait des remarques qui ont été intégrées. Raconte-nous, brièvement. Non, donc les premiers contacts avec Apple, ça a été surtout... voilà, on n'a pas eu besoin de se laisser séduire par Apple, on a eu besoin de séduire Apple. On a eu besoin de leur montrer qu'on était des partenaires sérieux. Ça passait par tout ce qu'on avait fait dans le passé. Évidemment, des studios comme les nôtres, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Et je sais que les autres, je pourrais peut-être vous en citer... en tout cas, je sais qu'il y en a deux ou trois autres qui ont été dans le même cas que nous et ont suivi la même procédure que nous. Et donc, ça a été de très longues discussions. On savait que ça arrivait, on avait quelques informations. Et ensuite, on a enfin pu avoir accès à des dev kits. Les dev kits étaient relativement identiques à ce que le produit était à la fin. Alors le dev kit, c'est-à-dire c'est déjà le casque en lui-même ou c'est juste la possibilité de développer dans un environnement sur un Mac par exemple ? Alors, quand on parle de dev kit, parfois c'est un produit qui est un peu différent. D'accord. Dans le cas d'Apple, c'était vraiment... on était à 80
17% déjà à ce qu'allait être le produit à la fin. Et donc ensuite, à partir de là, on a pu commencer à développer. Comme on allait avoir des applications qui étaient là day one, dès la sortie du projet, on était en discussion constante avec Apple, et c'était des allers-retours où ils nous donnaient leurs conseils sur comment l'application devait fonctionner. Un très bon exemple de ça, par exemple, donc notre application qui est justement en train de se faire rebrander, qui était un service SVOD où vous avez plein de vidéos 360 et vous avez la possibilité de sélectionner ces vidéos 360. Il y avait toutes les questions de quelle allait être l'UI, l'user interface, donc tout ce que vous voyez devant vous et comment la personne peut interagir avec cette interface. Donc ça a été de très longues discussions de se dire ok, en fait il faut que ça fonctionne comme ça, il faut que ça fonctionne comme ci, jusqu'à qu'on ait un produit qui à la fin corresponde aux standards d'Apple. Et concrètement, donc tu dis que le casque en lui-même a peu évolué. Il a fallu vous rendre aux États-Unis pour découvrir le produit. Vous l'avez pu l'avoir dans vos studios. Il a fallu attendre qu'il y ait la sortie officielle. Ça s'est passé comment ? On a pu l'avoir avant la sortie officielle et ça a été une longue procédure en termes de. Il a fallu qu'on aille aux États-Unis, effectivement. Il a fallu qu'on fasse plusieurs voyages, qu'on valide certains critères avec eux en termes de sécurité, et plein de choses différentes qu'il a fallu qu'on fasse pour que finalement Apple accepte de nous partager un dev kit. Alexandre, de ton côté, pourquoi l'as-tu adopté ? En plus que je sais que tu es fan de XR, mais au-delà, sur quel projet tu travailles aujourd'hui au sein du groupe SNCF autour des usages de la XR et de l'Apple Vision Pro en particulier ? Globalement, c'est comprendre les usages de demain de nos voyageurs. Donc ça fait quand même bouger à peu près 126 millions de personnes par an. Et on voit bien que l'XR va arriver. Petit nombre. Donc on se dit bien, si ce produit est adopté, ça va quand même faire pas mal de voyageurs qui pourront être équipés dans notre train. Peut-être pas spécialement lui, mais cette gamme de produits. Donc la XR, on était assez attentif. Quand Apple, on faisait leur proposition de ce Vision Pro, on était très attentif. En février, on a directement pu le tester. Et on s'est doté dès qu'il est arrivé en France. C'était quand même plus simple pour l'avoir. C'est le premier sorti d'ailleurs de l'Apple Store Saint-Germain, pardon. Et de là, on s'est dit, testons-le absolument dans tous nos univers. Il n'y a pas une volonté, comme ça a été le cas, on en a souvent parlé avec Stéphane lorsque l'iPhone et l'iPad sont sortis, de dire il faut sortir une application même si on n'a pas d'usage particulier parce que c'est à la mode. De base, c'était la vision. On s'est dit, on va sortir quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut sortir ? Pour montrer notre côté innovant. Il y a une image de marque, etc. Et puis en fait, on a tout testé. Des usages dans notre train, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, de un, ça s'essouffle un petit peu. La hype autour du Vision Pro. Et surtout, il n'y a pas d'usage vraiment réel. Et puis nos voyageurs, ils ne sont pas dotés. On a de la data sur nos voyageurs. On n'a vu personne avec ça dans le train en mi-mois. Donc on s'est dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? On a réfléchi vraiment aux usages et à la complexité de développement par rapport à nos services et les intégrer. Et en fait, le résultat qu'on a vu, d'ailleurs, on a mis des extraits sur les réseaux. On a une petite vidéo. Le meilleur usage, c'est pouvoir consommer notre portable. On peut travailler. Et aussi, c'est consommer le portail Wi-Fi de TGV. Ouais. Et pouvoir regarder du contenu. On te voit là, effectivement. Donc tu peux commenter ces images. Tout à fait. Donc là, on voit bien. Donc là, je travaille écran de Mac dans le Vision Pro et toutes mes applications autour. Donc c'est un bon cas d'usage, mes mails, etc. Et là, tu es dans le TGV. Je suis dans un TGV, ouais. Attention, dans une rame Océane et là, je dois rouler à peu près à 200 et moi, je suis dans mon bureau. Quoi. Donc il y a une visio d'un côté, on le voit là, par exemple. J'ai une visio de l'autre côté. Je faisais du code en même temps. Voilà, pour les faits, j'ai ouvert quand même pas mal de pages et je bouge un peu partout pour montrer. Je vois mon clavier, alors qu'en plus, je suis dans un TGV en pleine nuit, donc c'est assez sombre. Et là, l'usage est quand même assez intéressant, mais encore une fois, comment faire rentrer SNCF là-dedans, c'est complexe. Il y a un autre extrait qu'on va pouvoir voir, c'est un moment où je suis juste sur Safari et je suis sur le portail Wi-Fi TGV Inouï. Et en fait, je peux regarder du contenu. Et ce qui est super intéressant, c'est que pouvoir regarder du contenu dans le TGV, c'est génial. En fait, le portail Wi-Fi fonctionne très bien sur Safari. Et de toute façon, la vidéo, après, elle rentre dans le Vision Pro d'une façon qui est la façon dont le Vision Pro interprète les vidéos. C'est-à-dire que j'ai un petit mode cinéma, et là, ça le met en grand écran, je retourne dans un environnement. Pourquoi faire une app si ça fonctionne déjà là ? Sachant qu'il y a des coûts de développement, etc. Il y a tous une stratégie. Donc, pas besoin d'app, on passe par le site. On passe par le site directement. Sauf que quand on se connecte au Wi-Fi, ça ouvre le site. Donc dans tous les cas, c'était plus simple en fait d'aller là-dessus. Donc on s'est dit tant qu'il n'y a pas une adoption massive, dans tous les cas, on a compris ce qu'on peut faire. On a plein de plans. On n'y va pas encore. Mais par contre, on a aussi compris les autres usages du Vision Pro, qui sont aussi le côté événementiel. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen. J'ai 16K devant les yeux pour pouvoir montrer des choses. Et vous savez, SNCF fait plein de choses quand même. On a un nouveau train qui va arriver. Et c'est intéressant un nouveau TGV, le TGVM, donc avec des motrices qui sont un peu différentes d'avant. C'est le nouveau TGV qui va vous déplacer pendant 40 ans, quand il sera disponible normalement d'ici 2026. Et ça peut être le meilleur
des produits pour pouvoir mettre en avant ce genre de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez au sein du groupe SNCF sur des outils de démonstration, de transformer ce casque de réalité mixte en un outil d'événementiel. C'est ça. C'est-à-dire regarder à plusieurs dans la même salle un spectacle, par exemple, ou une démonstration autour d'un train, par exemple. Pour faire de la mise en avant. On le voit bien avec Vivatech, tous les stands qu'avait du Vision Pro, c'était des aimants. Ça attirait plus qu'à MetaQuest. C'est la réalité, les stats le montrent. C'est vrai. Donc effectivement, il y a un intérêt. Et puis, nous, on l'a fait à Vivatech, on a des MetaQuest pour pouvoir montrer les nouvelles rames Wigo. Super intéressant, il y a eu un boulot formidable qui a été fait par les équipes en charge, parce qu'on a une Fab Lab à RVR chez nous. Mais en fait, la qualité de rendu d'un Vision Pro fait que l'expérience est très différente. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Si on veut montrer un produit qui est premium, autant le montrer avec le meilleur des produits. Rappelle-toi, mes enfants, on avait le Meta et l'Apple Vision, quand ils ont mis sur les yeux, la réaction d'un gamin de 10 ans et de 14 ans, c'était... Il y en a, c'est tout flou, on voit les pixels, et l'autre, on voit pas les pixels. Après, c'est pas le même prix non plus. Tout à fait. Donc après, l'analyse qu'on a faite, il faut ramener les choses à la hauteur de ce que c'est. D'un côté, il y a un produit à 4000, de l'autre côté, il y a un produit à 400, quoi. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un rapport. Non, mais il y a un rapport presque de 1 à 8, allez, on va dire. Donc c'est intéressant. Mais tu vois, la réaction d'un gamin où il n'y a pas de notion d'argent, de valeur, tu vois, il y en a un qui est vraiment, tu es dedans, et l'autre, tu es. Je rappelle ce qu'on avait dit dans l'émission, quand on est passé à l'écran Retina sur l'iPhone 4, de suite, le 3GS, on se disait, mais comment j'ai pu avoir un 3GS face à moi ? Si on voyait les pixels, on a l'impression que les pixels, ils faisaient 1 mm alors qu'on a vu ce téléphone tout le temps et on trouvait qu'il était bien, quoi. Donc, c'est dès qu'une nouvelle techno franchit un cap vraiment monstrueux en termes de gain de performance, ou tu vois, et que tu vois où est-ce qu'on était dans le passé, quoi. Christian, tu confirmes, c'est vrai, véritablement, au sein d'Anversat aujourd'hui, un formidable outil de démo aujourd'hui, mais il y a encore quelques limites qui ne permettent pas d'aller aussi loin. Apple ne propose pas encore assez de souplesse autour de la démo, justement, pour pouvoir passer d'un utilisateur à l'autre, par exemple. Oui, exactement. On attend forcément plus de facilité pour que tu puisses prêter ton casque à un visiteur qui viendrait chez Underside, qui viendrait dans une concession automobile, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment en fait la partie qui manque un peu, qui manque de flexibilité, qui manque de latitude. Mais on entend parler du fait que Apple est en train de travailler sur le sujet, donc on ne désespère pas. Mais effectivement, pour rebondir sur le sujet, bien sûr que c'est un outil de démonstration incroyable. Tu t'appelles Ferrari, tu veux montrer à ton nouveau client sa future voiture et la configurer avec lui, mais bien entendu que c'est dans le Vision Pro qu'il faut le faire. Il y a Porsche qui a fait une démo avec Tim Cook. Avec oui, bien sûr. On peut aller sur des voitures moins bien, mais bien entendu. C'est ton côté fan de la Scuderia et Tifosi. Il y a eu également pas mal d'initiatives dans l'éducation et le médical. Tous ces sujets-là, éducation, médicale, démonstration, Jordan, même je sais que c'est délicat de parler de projets en cours, c'est des sujets auxquels vous travaillez aujourd'hui ou ça reste toujours dans la création pure de vidéos ? Alors nous, on est vraiment dans le narratif. Donc c'est pas uniquement donc déjà historiquement on est plutôt une société qui travaille dans le temps réel plus que dans la vidéo, ce qui fait qu'on utilise plus d'outils de moteurs de jeu type Unity ou Unreal. Ouais. Effectivement on fait aussi de la vidéo, c'est possible, mais donc le corps de nos expériences sont plutôt dans le narratif. Nous on fait des fictions en réalité virtuelle ou en réalité mixte, qui peuvent, elles, intégrer des éléments éducatifs. Je pense notamment à un projet qui s'appelle Astra, si vous allez voir ce qui est disponible sur le MetaQuest Store, mais pas vraiment médical, c'est complètement d'autres compétences, et c'est pas quelque chose qu'on va essayer de pousser, je pense, dans les années à venir. Imaginer, Jordan, un peu comme le décrivait à l'instant Alexandre, que si tu projettes, même si le terme n'est pas le bon en ce qui concerne le Vision Pro, un court-métrage ou un long-métrage ou une histoire avec le Vision Pro, que tu puisses le projeter et faire partager cette expérience immersive à plusieurs utilisateurs dans la même salle. Aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Ces interactions, c'est des choses auxquelles tu trouves qu'il y a un manque et qu'Apple devrait y répondre. Et tu reviendras peut-être sur ce sujet, Alexandre, tout à l'heure. Jordan. Je pense que oui, c'est pas seulement Apple.
C'est là, de manière générale, c'est tous les constructeurs de casques de réalité virtuelle. C'est une des grosses critiques aujourd'hui qu'affrontent qui sont confrontés face au casque. C'est le fait qu'on est dans sa bulle et qu'on est isolé, mis à l'écart de toutes les personnes qui sont autour de nous. Apple a essayé avec son système où une personne apparaît devant vous quand vous êtes dans votre bulle de contrer ça. Aussi les yeux qui sont sur le casque. Je pense que ce sont des choses qui vont pas régler le problème. C'est effectivement avoir la possibilité d'être avec d'autres personnes. Je pense qu'un très bon exemple de ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir l'expérience immersive de Notre-Dame éternelle à Paris. Mais donc c'est une visite virtuelle de Notre-Dame de Paris à travers l'histoire. En fait, vous y allez avec votre famille, vous mettez des casques, en l'occurrence c'est des HTC, et vous allez pouvoir voir les personnes avec qui vous êtes, puisque ce seront des avatars. Vous n'allez pas interagir avec eux, c'est encore un manque, mais au moins vous allez pouvoir les voir. Et je pense que c'est ce qui convainc aussi les gens. C'est un manque aujourd'hui dans la réalité virtuelle. C'est techniquement un peu difficile, mais j'ai aucun doute sur le fait que demain c'est quelque chose qui va arriver. En particulier parce que moi je pense que des lunettes comme les lunettes Ray-Ban Meta, en réalité, en fait, elles vont évoluer, elles vont être de plus en plus performantes. Et je crois que, en fait, Apple, ils vont aller dans cette direction. L'Apple Vision Pro, pour moi, c'est juste la première étape d'une série de produits qui vont être de plus en plus confortables et qui, justement, en fait, vont laisser la possibilité d'être de moins en moins isolés et pouvoir partager des choses avec certaines personnes. J'imagine très bien en fait la possibilité de montrer son écran de Mac directement dans un espace virtuel sans même avoir besoin de se déplacer puisque tout le monde aura en fait le même espace virtuel devant soi. Bien sûr. Alexandre, concrètement, tu me disais en préparant cette émission, et c'est la question de ce chapitre, est-ce que c'est un flop ? Au-delà peut-être d'un flop, c'est est-ce que Apple n'a pas foiré son positionnement ? Parce qu'on s'aperçoit qu'un usage se dégage, la démo, un outil événementiel, et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore les outils. Il y a beaucoup d'espoir, notamment cette semaine avec l'arrivée, les annonces de l'iPhone 6e, qu'Apple propose des nouveaux outils. On a vu passer quelques captures d'écran de ci, de là. C'est pas encore pour aujourd'hui. Tout à fait. Ça fait quand même... on a bien compris le produit, on voit qu'on peut faire plein de choses avec, on a eu plein d'idées, on a eu beaucoup de boîtes corporate, beaucoup d'homologues qui font dans d'autres belles boîtes, qui ont eu envie d'y aller. Et réellement, on a tous eu des belles idées, mais Apple quand même nous a un petit peu freinés, parce qu'à chaque fois on prend contact avec eux, parce qu'en fait, globalement, imaginons demain, vous voulez faire un événement, mettre plein de visions prendre endroit, et les faire tous regarder la même chose, il faut une logistique énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un produit qui s'appelle Vision Pro, mais qui est quand même destiné qu'à un seul utilisateur, avec un compte unique utilisateur. Donc, on aimerait avoir un multi-compte, comme sur un Mac. C'est ça. Sur l'iPad, on l'a toujours pas. Ça fait presque 15 ans, donc bon courage. Mais voilà, c'est pouvoir dire... Prenez ce Vision Pro, vous allez voir une expérience. Là, il faut le configurer pour une personne. Donc, ça fait une personne à chaque fois pour t'aider à le configurer. C'est beaucoup. C'est compliqué. Mais on l'a vu, il y a un screenshot qu'on pourra mettre à l'écran. Il y a une application qui va bientôt sortir sur l'App Store qui qui affûte en fait quand on fait des démos. Alors comment, je ne sais guère. Est-ce qu'on peut déjà se pré-scanner ? Est-ce qu'on peut scanner sa rétine avant de mettre le Vision Pro, qui fait qu'on gagne du temps dans la préparation, parce que c'est à chaque fois qu'on doit le mettre, il y a à peu près 3 minutes pour le régler la vision de quelqu'un. On va gagner du temps, on sait qu'ils travaillent là-dessus. Et le jour où ils auront mis ça à jour, là, les usages grand public vont apparaître, parce que à ce prix-là, c'est un produit qui est très expérientiel. On le voit, il est en aluminium brossé, les housses sont très belles, un peu type NASA. Ça fait très expérimentation. Mais à 4 000 €, c'est du corporate qui vont en acheter pour offrir ça à leurs voyageurs. Justement, ça me fait penser, c'est vrai qu'il manque quand même la killer app qui aurait incité et les développeurs et les utilisateurs. Et on l'attend toujours. Et c'est ça, en fait. Et je crois que même la recherche, et peut-être c'est pour ça que inciter, ou en tout cas... provoquer un peu les agences qui pourraient être motrices, comme Underside ou l'agence de Jordan, en les sollicitant, en les faisant travailler un peu plus en amont, etc. Astra, pardon, Jordan. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que pour moi, ce serait une façon de rétablir un petit peu ce positionnement raté, pour pas dire autre chose, parce que quand même c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a des choses magnifiques qui peuvent arriver, une expérience qui est dingue. Moi, je vous avais vu, je crois, en nous entendant Didier, Laurent, Christophe, toi un peu moins, je dois l'avouer, mais parce que tu l'as peut-être moins eu que les autres. Mais je crois que la première expérience en mettant l'appareil sur le visage a été waouh. Et je crois de tous, c'est-à-dire de toutes
Quand on a eu des AirPods, on n'a pas réagi comme ça. Quand on a eu l'iPad, on n'a pas réagi comme ça. Quand on a eu l'iPhone, on n'a pas réagi comme ça. Totale. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, il y a eu quand même l'effet waouh en valeur absolue qui est monté, mais on est vite redescendu, quoi. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il nous manque, je pense, une appli de base, référence, qui dit « Ah, il n'y a que sur le Vision Pro qu'on peut le voir, ce truc-là. » Laurent, une petite réaction peut-être sur Twitter. Sur X, pardon, il ne faut plus dire. On a Enzo Armao qui nous dit ceux qui ont voté qu'il prend la poussière, je comprends absolument pas, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Non, mais c'est le futur de l'informatique qui crée les expériences inédites. inédites. On sait que c'est le cas de Didier, hein, il n'est pas là ce soir. Je peux mettre le lien de la bombe. Mais on sait que c'est le cas de Didier qui, lui, s'est assez rapidement lassé de la chose. Bon, il est clair qu'ils ont plutôt raté leur positionnement. Flop, c'est encore, ils n'en ont pas vendu des millions, mais à 4 000 €, il faut pas s'attendre à ce qu'ils en vendent des millions. Autre réaction, regarde Laurent sur Twitter. On a Phoenix qui nous dit, de Phoenix Not Die, qui nous dit « Je ne l'ai pas acheté et j'aimerais voir le résultat. Comment faire ?» Alors, prendre le TGV prochainement. Non, allez dans un Apple Store. Non, mais on va pas parler du prix tout de suite, si. Non, si, vas-y. Non. En fait, quand vous tapez Vision Pro tapez Vision Pro Le Bon Coin ou Vision Pro eBay, déjà vous avez des Vision Pro à 2006-2007. D'occasion. Déjà, d'occasion, non. Prenant la poussière, parce que je pense pas qu'ils ont beaucoup utilisé. Mais surtout, et j'ai vu, et c'est ça qui m'a fait marrer, il y a des essais de 30 minutes qui valent 90 € qui sont vendus. Ah oui, oui, j'ai trouvé ça très drôle. C'est-à-dire qu'il y en a, vous savez, il y a des voitures qui sont louées 20 minutes sur les Champs-Élysées, des Lamborghini, etc. Les grosses voitures. Les grosses voitures, là, c'est assimilé à des grosses voitures, donc vous pouvez on vous le prête pendant 30 minutes et ça coûte 90 €. Vous pouvez regarder, c'est assez marrant. Alors, quel est l'avenir pour le Vision Pro ? Du coup, a-t-il toujours une longueur d'avance sur la concurrence ? Que la concurrence, vous allez voir, réagit. On va refaire un tour de ses forces et surtout de ses faiblesses à corriger. À quoi devrait ressembler la Vision 2 ? On vous dit tout après le busomètre. Voilà. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et comme Didier est au ski cette semaine, c'est notre ami Laurent Pantanach qui s'y colle avec brio, comme chaque semaine. Laurent. Il s'appelle Siri. Non, c'est bon, là. C'est mon seul ami. Ouais, c'est bien le seul. Il écoute ce que je dis. Non, ça m'étonnerait. Mais il ne comprend pas toujours. Il comprend pas. Non. Alors, bon... Je suis mauvais pour la mauvaise personne pour parler de ça, parce que grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on s'est rendu compte que Siri aurait écouté. Alors en fait, c'est pas aurait écouté. Oui, il a écouté. C'est dans le. Non mais tous ils écoutent, ok. Tous ils écoutent et dans le cadre du programme d'utilisation, tu reconnais que tu peux écouter. Là où c'est problématique, c'est toujours la même chose. C'est que c'est une chaîne de valeur où tu as des sociétés qui travaillent avec des sous-traitants, qui elles-mêmes travaillent avec des sous-traitants, et tu demandes à ton sous-traitant de remplir une charte. Alors, on revient à l'origine. Donc Apple a demandé du doigt en Europe, c'était déjà le cas aux États-Unis. Ça avait déjà été le cas. Mais comme tous les autres, d'ailleurs, que les choses soient claires, tous ceux qui ont fait des assistants vocaux ont tous été pointés du doigt, ont tous eu des donc en Europe, on leur problématiques. Reproche d'écouter et de retranscrire par écrit. Et de retranscrire le contenu et de demander à... En fait, il y a des humains qui regardent et qui écoutent la conversation et donc écoutent en même temps que la conversation, qui écoutent si ce qui a été retranscrit, c'est bon. Et si c'est bon, ils disent valider ou invalider pour améliorer. Il y a une enquête, notamment de l'investigation de Radio France à ce sujet. Oui, il y a plein d'enquêtes. Il y a des enquêtes donc en France et des enquêtes en Angleterre. Et la question est ce qu'Apple espionne la vie privée des utilisateurs ? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Oui et non. Attends, je termine juste. On va y arriver. Sachant que le mantra d'Apple, c'est ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Et là, c'est compliqué. Mais c'est pas vrai. Mais tu as signé le fait que quand tu branches ton HomePod, en fait, il peut écouter. C'est-à-dire que quand on installe iOS, on fait une mise à jour d'iOS ou qu'on achète un nouvel iPhone, il y a voulez-vous nous aider à améliorer Siri ? Si tu laisses, sachez que si vous nous aidez, nous sommes susceptibles d'écouter certaines de vos conversations. Exactement. Si on répond oui, on accepte un programme. Le problème serait plus scandaleux si on répond non et qu'il continue à écouter. Ouais. C'est là où c'est pas clair. C'est pour ça. Surtout que la pop-up. Moi, j'ai pas compris ça. Mais pourquoi ils ont payé ? Non, alors ça, c'est une autre raison. La raison pour laquelle... Là, on parle de l'Europe, on parle pas des États-Unis. Non, mais même, puisque... Donc l'action... C'est le même problème. Non, ce n'est pas le même problème. Là, tu as... On ne fait pas remonter le fait que l'utilisateur a accepté ou non d'être écouté ou pas. C'est marqué nulle part dans l'article et dans l'enquête. C'est quand même assez nébuleux et assez curieux. Si effectivement Apple écoute ses utilisateurs alors qu'ils ont certifié de ne pas vouloir être écoutés, c'est un scandale. Ouais. Si derrière il écoute les utilisateurs et que l'utilisateur a cliqué sur OK, il est où le scandale ?
Alors, je te donne le truc, c'est que Je pose la question. je te donne, les autorités rêvent, et c'est un jeu de se payer Apple. Comme se payer Google ou Microsoft. Mais tu vois, se payer un gros, c'est dans l'esprit étroit des technocrates de l'Europe, c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. À l'époque, on voulait se taper Microsoft. Donc là, tu te dis, ça, j'aurais plus d'aura si je dis que j'ai fait plier Apple. Et c'est pour ça que je refais juste le lien avec ce qu'a dit Stéphane. C'est qu'aux États-Unis, ils ont préféré payer quelques millions en disant au moins, tu sais 90 millions. Ouais, c'est ridicule. Ouais, autant te dire que c'est même pas 1 euro dans ma poche. 90 millions d'euros pour Apple. Ok. Donc ils ont préféré payer histoire d'être tranquille, de dire au moins on coupe court. Toi, tu as l'intime conviction que Apple n'écoute pas les utilisateurs s'il donne pas l'autorisation. Non, je veux pas. J'ai aucune conviction. J'ai pas moyen de le vérifier, donc j'ai pas de conviction. Je suis d'accord que si c'était le cas, on peut légitimement se poser la question. On peut entièrement, et il faut se la poser. Bon, après, quand tu vois les interviews et quand je vois l'interview du Français qui dit avoir travaillé dans à Cork, j'entends la vidéo, je me dis mais. Enfin, pour moi, je suis désolé, mais c'est un pauvre type, quoi. Le mec, il est content, il a l'impression il part en guerre avec un drapeau et qu'il va défendre. C'est un lanceur d'alerte. Tu peux pas oui, mais c'est un lanceur d'alerte. Mais tu sens que la façon dont l'alerte elle est lancée, tu sens, je suis content de faire le buzz, quoi. Je suis content que ça parte de moi. J'ai envie que, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de lanceur d'alerte. Je peux juste dire quelque chose par rapport pour Siri et comme pour tous les assistants, la base pour réussir, c'est d'avoir assez de données. Bien sûr. Donc obligé, tu peux pas en avoir. Et si le mec n'utilise pas le Siri, comme c'est mon cas, ils vont dire, et je pense que 90% des utilisateurs, c'est comme moi. Je pense que Siri restera toujours Asmoth s'il n'a pas des données supplémentaires. Donc toi, tu penses qu'Apple est obligé d'écouter quand même. Ils sont obligés. C'est partie du jeu. Conviction qu'Apple partie du jeu. Contourne les règles alors qu'ils affichent ouvertement que leur montre c'est ils peuvent pas jouer les Robins des Bois, de la data sans malheureusement aller contre. Bon, on va se laisser tomber on va avancer sur le sujet, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que ça vaudrait le coup de faire une émission. On n'a pas d'éléments objectifs. Moi, je suis pas à la place d'Apple, mais on peut juste retenir qu'ils ont quand même mis à jour la pop-up. C'est avant, tu activais Siri, ça te disait juste est-ce que tu veux bien partager. Maintenant, on est susceptible d'écouter. Ouais. C'est vrai, ils l'ont mis à jour. Donc ça veut dire que bien joué. Non mais bon, bref, allez, mise à jour d'un nouvel iPhone cette semaine. Donc, pas SE finalement. Alors en fait, on pensait qu'il s'appellerait iPhone SE, donc on a gardé le titre exprès parce qu'en fait c'est pas iPhone SE, c'est iPhone 16e. Tu vois, le S est transformé, on a gardé le E, c'est un petit E, mais donc voilà, c'est l'annonce de la semaine. Donc il y a un nouveau. Donc Tim Cook avait dit une petite phrase en disant qu'il y avait un nouveau venu dans la famille. Donc on s'imaginait un nouveau produit, à minima, tu vois, quelque chose d'un peu nouveau. C'est un nouvel iPhone. Donc la gamme SE. La filiation, ça deviendra un E. C'est un téléphone. Il a le design. Alors pour toi, il a le design d'un iPhone 13. On a longuement débattu sur le 14, si tu préfères. Non, c'est entre le 13 et le 13. J'ai le 13 qu'il n'a pas de Dynamic Island. Il n'a pas de Dynamic Island. Il a un notch comme ils disent. Donc plus de Touch ID, plus de Lightning, un écran bord à bord. Plus de Lightning, un écran bord à bord, pas de bouton caméra contrôle, un bouton action. Donc tu vois, on est sur un. En fait, tu te rends compte que la gamme, à l'époque, tu te souviens, on rigole souvent de cette vieille blague de Steve Jobs. Il y avait la gamme a été coupée en 2, c'est-à-dire professionnel, grand public, et puis portable, non portable. Et ben là, en fait, tu vas te rendre compte que dans l'iPhone, tu vas avoir 3 gammes, mais c'est très Tim Cookesque, c'est-à-dire donc tu auras 3 gammes, tu auras l'entrée de gamme, ça sera le E, tu auras le milieu de gamme, ça sera le normal, le 16 tout court, et puis tu auras un modèle un peu premium et qui sera le Pro. Okay, et la gamme sera découpée, et après tu auras les tailles. Sauf que celui-là, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de couleur, il n'a que 2 couleurs, noir et blanc, alors que toute la gamme est déclinée en plein de couleurs. Non, mais il y a quand même 5-6 couleurs à chaque fois. Oui, là, il y a 2 couleurs, il y a le blanc et le noir. Il y a le blanc et le noir, mais quand on fait la comparaison, on en a parlé pendant le live mercredi. Donc on invite à regarder le live. Voilà, exactement, à revoir. Quoi, vous n'avez pas vu le live? Voilà. Mais c'est pas possible. Quand vous faites la comparaison entre les téléphones, entre le 16 et le 16E, vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup de différence.
Et il y a 300 € de différence par contre au niveau du prix. Donc ticket d'entrée à propos de sous, 719 €. Si vous allez aux États-Unis, vous l'achetez parce qu'il vaut 599 $ là-bas. Sans TVA. Et si vous l'achetez en France, il vaut En 128 gigas, il est disponible en 719 €. 512 et en 256. Et c'est l'outil, enfin c'est l'arme secrète d'Apple, on dira ça pour populariser Apple Intelligence quand il arrivera en France. Ouais, parce qu'il y a 16 gigas de En RAM. 2026. Ouais, et non, cette année, il est taquin. Et la curiosité, allez voir encore une fois le live qu'on a fait cette semaine, c'est l'arrivée d'une puce, d'un modem, la puce C1, le premier modem 100% Apple qui ne reprend pas la technologie de Qualcomm. Autre actu ou rumeur, c'est plutôt une rumeur. Ouais. Alors, on ne parle pas de BMW, comme dirait notre ami Christophe Degrave, mais on parle de processeurs. Et donc, en fait, le M5 arrive et il arriverait en premier sur le MacBook Pro. On l'attendait possiblement sur l'iPad Pro. Comme l'année dernière. Ouais, comme l'année dernière. Et en fait, c'est sur le MacBook Pro qu'il est censé arriver et l'iPad devra patienter. Moi, je me demande où est passé le MacBook Air M4, mais il va peut-être arriver un jour. Ouais, il va peut-être. Le pire serait qu'on le saute. Mark Gurman nous avait dit qu'il devait arriver début d'année, ce n'est pas encore le cas. On parle de l'iPhone à nouveau. Ouais, donc on a eu des images de ce que pourrait être un modèle un peu light. Donc, alors là on est au 16, donc du 17. Il pourrait y avoir dans la gamme un iPhone 17R et le rendu est assez alléchant. Enfin, c'est pas qu'il est alléchant, c'est que enfin il y a un changement. Parce que parce que là, on a quand même, si on réfléchit, ça fait quand même quelques générations. Avant, tu te rappelles, on disait toutes les 2-3 générations, il y avait un changement de forme, enfin de form factor, donc de facteur de forme en français, ça veut rien dire, mais du style du téléphone, de design du téléphone. Et là, donc ça pourrait être la première évolution. Donc voilà. Avec cette barre au dos notamment, qui n'est pas sans rappeler le Pixel de Google. Mais on verra, ça reste tout ça de la rumeur. Et on conclut par un événement qu'on n'a pas pu couvrir puisqu'on n'en était pas là cette semaine-là. Alors, c'est le sommet de l'IA. Ouais, c'est deux choses, parce qu'en fait, la news, elle est intéressante, parce qu'elle parle à la fois du sommet de l'IA et de où est Tim Cook. Donc, tu vois, il y avait tous les grands acteurs de la tech présents en France, sauf Apple. Je suis pas d'accord. Alors, j'étais sûr que tu allais dire ça, et je suis content que tu sautes à pieds joints dedans. Je suis là pour ça. Non, Apple ne vend pas d'IA. Microsoft vend de l'IA, OpenAI vend de l'Ia, Google vend de l'IA. Ils vendent des téléphones qui, en mettant en avant l'IA. Mais tu ne peux en pas. France, ils ne vendent pas de l'IA. Je reconnais qu'en tu ne peux pas acheter l'IA d'Apple. Tu peux pas, toi, te dire. Tu veux dire t'abonner, tu veux dire. Je te dis juste que tu vas voir Microsoft, tu peux acheter plein de fonctionnalités qui font de l'IA. Tu vas voir Google, tu peux acheter pour développer, ils ont des data centers, ils ont des... Laurent, on ne parlait pas de vendre, dans ce sommet, on parlait d'éthique, on parlait de gouvernance et d'utilisation de l'IA. Et on parlait de gens qui étaient capables de hoster, d'héberger de l'IA. Apple n'héberge pas. L'absence d'Apple est un problème. Moi, je ne crois pas. Et en tout cas, il a raison. Moi, j'ai été dans ce truc-là. Ouais, et c'est pour ça que je le dis. L'absence d'Apple est un problème. C'est-à-dire que, de fait, ils sont pas appelés ou ils ne se considèrent pas concernés par le sujet. Alors que, encore une fois, leur mantra, c'est justement l'éthique de l'IA. Oui, et c'est très important. C'est pourquoi on utiliserait l'IA comment on peut utiliser l'IA sans éthique ? Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'était très politique. Bah justement, Apple n'est pas très politique. Hein. Comment dire ? Non, je suis pas d'accord. J'ai vu, tu te souviens il y a eu. Nouveau président, il y avait un Tim Cook qui était pas très loin. Il était là parce qu'il devait être là parce que c'est les États-Unis, mais tu te rends compte que le mec, il en avait. S'il avait pu être ailleurs, il aurait été. Ça se voyait. Moi, dans sa communication corporelle, c'était visible. Tu parlais de Tim Cook, il était où, Tim Cook ? Tim Cook, lui, il a fait quelque chose de marrant. Il est allé voir le Super Bowl. Et tu sais, il y a quelque chose. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. D'être à Paris, il était. Donc, il a dit qu'il avait passé un très bon moment. Alors, il était filmé. Il y avait des caméras qui l'ont filmé avec des personnes handicapées. Il y a un truc assez génial et tout le monde s'est foutu de sa gueule en disant, parce qu'il est rentré, il est allé manger dans un resto et personne ne l'a reconnu. Enfin, il représentait rien aux yeux des gens. Il était avec une personnalité, tout le monde checkait la main de la personnalité. Et en fait, je me suis dit, mais la chance de Tim Cook, quoi. La chance de pouvoir aller quelque part et de pas être, tu vois, qu'on lui saute pas dessus comme une rockstar. Qui passe inaperçu. Je rappelle. Ça que en train de me dire. Non, je te dis juste que c'est l'homme de la
peut-être la plus grande entreprise, en tout cas aujourd'hui la plus forte capitalisation boursière mondiale, et le gars peut rentrer dans un restaurant sans que les gens se disent c'est le patron d'Apple. Ouais, je trouve ça juste incroyable. Rappelle-toi que Elon Musk arrive à Paris, qui a 18 voitures devant et derrière pour assurer sa sécurité. Tout à fait. Et je rappelle-toi cette anecdote de Steve Jobs que j'adore. C'est John Scully qui rentre à la maison chez lui et qui dit à sa fille, ouais, bon, je cherche un job, là, j'ai rencontré un mec complètement loufoque. Elle dit, ah bon, qui ça? Et là, il dit Steve Jobs, et elle hurle, le choc des générations. Tu as rencontré Steve Jobs, mais c'est un génie, ce mec est exceptionnel. Et il te dit, je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose, il y a quelque chose que j'ai raté. Moi, j'ai juste vu un hurluberlu. Donc, tu vois, très jeune, Steve Jobs était déjà une rockstar. Ouais, Tim Cook n'est pas une rockstar. Et moi, et je vous le dis juste, il a d'autres qualités. Je trouve ça juste incroyable qu'en ce monde, dans le monde ultra connecté dans lequel on est, on puisse avoir le patron de la première capitalisation boursière d'une société que tout le monde connaît. La marque Apple, elle fait partie des 5 marques les plus bankable au niveau mondial. Ok, on a compris. Et voilà, je trouve ça juste fou. Mais encore une fois, je ne veux pas enfoncer le clou et reprendre la thématique de Stéphane, mais un peu quand même, quand on est justement la première capitalisation boursière, quand on essaie de se montrer différent de la concurrence justement sur des enjeux éthiques, de ne pas être à Paris, moi ça m'a un petit peu gêné beaucoup même. Mais passons, revenons aux forces. Oui, mais ça Oli, c'est vraiment une question de comment tu places ton produit, comment tu places ta marque, tu vois. Je vais te citer un autre exemple. On parlait de Ferrari là il y a quelques minutes. Tu as un énorme événement qui s'appelle le Salon de l'Auto qui se fait en Belgique et qui réunit un peu toute l'Europe. Et Ferrari n'y était pas. Et quand j'ai posé les questions, tu vois, ils nous ont dit non, on n'est pas une marque de voiture, on est une marque de luxe en fait. Christophe, ça n'est pas comparable. Je trouve quand même, ils font des produits pour des personnes, pas. Ils vendent des usages en fait, et ils vendent pas de l'IA en fait. Mais justement, c'est différent. Merci Christophe. Merci. Quand tu rencontres les gens d'Apple, ils te disent non, on n'est pas en retard sur l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on regarde le marché, qu'on veut faire les choses différemment et qu'on veut faire un IA qui soit, comment dire, assez vertueux dans son approche. Donc ils ont une pierre à apporter à l'édifice. Ils veulent, entre guillemets, je grossis le trait, changer le monde par rapport à ça. Parce que les autres n'y parviennent pas. Donc ils laissent les autres se réunir à Paris où justement l'enjeu c'est ça, changer le monde d'une manière vertueuse avec l'IA pour demain, et ils ne sont pas là. Alors que c'est les seuls à adopter ce discours-là. Excuse-moi, mais je ne comprends pas. Mais non, mais tu connais Apple, ça fait des années que tu pratiques Apple, Olivier. C'est tout simplement la vision de Apple. Ils vont fonctionner en écosystème fermé. Ils vont pas aller partager ce qu'ils pensent et ils vont pas aller prendre de l'information à l'extérieur. En matière d'intelligence artificielle, ça aurait être un gros problème pour eux. Il y a un point qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que oui, Alexandre. Là, c'est quand même les seuls qui font de l'IA, pas du tout comme les autres. Ils font tout, et justement, comme il dit, c'est un contexte qui est dans ton téléphone, qui est personnel. Et d'un côté, ils veulent vraiment se positionner différemment des autres. C'est pas la manière de marquer le coup et de dire, regardez, nous, on est différents. Moi, je te le prends de l'extérieur, au vu de comment ils le marketent sur leur site web, positif ou négatif. Le fait de ne pas être présent, au moins, ça les mélange pas avec le reste. Parce que c'est les seuls qui font de l'IA différent. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Allez, revenons au sujet de l'Apple Vision Pro. On va essayer de revoir encore s'il a encore de l'avance sur la concurrence et s'il est encore au-dessus, notamment des Meta et autres HTC. On en parle après ce jingle. Alors, s'il y avait une force à mettre en avant, pour avoir discuté avec pas mal d'utilisateurs pour préparer cette émission, pas mal de développeurs, ils mettent tous en avant la particularité, la chose qui leur a sauté aux yeux, sans jeu de mots, en voyant pour la première fois Alexandre Jordan le Vision Pro, c'est son écosystème, son système d'exploitation, c'est Vision OS. Vraiment Vision OS, c'est une démarche différente que ce qu'a fait, on s'entend, un Meta ou avant un Google. C'est fluide et c'est beau. Voilà, tout est dit. C'est un vrai système d'exploitation. C'est un vrai système d'exploitation. Tout est super fluide. En fait, il y a aucun lag, il y a rien. Et t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose au bout de ta main que tu peux déplacer dans l'espace. C'est vraiment un travail de fond qui a été fait à Jordan autour de Vision OS. C'est pas juste une adaptation d'une interface d'iPhone ou d'iPad sur un écran XR. Hein. Non, moi je dirais pas une adaptation. Ce qui est vrai, c'est que c'est extrêmement fluide. En fait, le polish est assez impressionnant sur l'Apple Vision Pro. En mettant le casque et en ayant l'habitude d'utiliser énormément un casque MetaQuest, je suis pas non plus sur quelque chose qui est complètement nouveau, puisque je retrouve les fenêtres, je retrouve ce système d'application. En fait,
Meta, en faisant quelque chose dans leur casque, ils ont aussi reproduit ce qu'on avait dans les téléphones et dans les ordinateurs. Et c'était assez logique qu'Apple fasse la même chose. Pour moi, la vraie différence, elle est effectivement dans le polish. Là où, en fait, je n'ai que mes mains pour me servir du casque. Chez Meta, j'ai à la fois les contrôleurs et le hand tracking. Personnellement, quand j'utilise un casque MetaQuest, j'utilise uniquement les contrôleurs. Parce que je trouve que le hand tracking n'est pas au niveau de ce que je peux faire avec des contrôleurs. Là où, en fait, chez Apple, tout de suite, le eye tracking et le contrôle via les mains est assez impressionnant. Donc pour moi, c'est vraiment dans le polish, en fait. Et du coup, la concurrence s'est organisée. Elle a répliqué récemment, Alexandre, avec Android XR. Tout à fait. C'est bête, elle n'a pas eu assez de bruit là-dessus. Quand même, en décembre dernier, Android XR qui a annoncé. Et là, c'est incroyable. Parce que déjà, c'est très, très ressemblant à ce qu'on va pouvoir voir du design de visionOS. Mais surtout, ça fait que demain, si on veut, on monte une boîte ensemble. On fait du hardware, on a déjà le software. Et là, pour pouvoir démocratiser un marché au niveau de la XR, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire qu'ils refont le coup d'Android pour le smartphone, pour les casques, tout simplement. C'est ça, tout simplement. C'est ce qui a expliqué l'annonce, Stéphane, du casque de Samsung lors de l'événement du Galaxy S25. Alors, c'est sûr que sur Samsung, moi, je suis très surpris. C'est pas ce que Samsung a annoncé de mieux ce jour-là, mais bon. Mais toi, tu crois pas trop à cet univers, c'est aussi pour ça. Tant qu'il n'y a pas de contenu et d'application magique, moi, je serais toujours un peu sceptique. Mais revenons au casque de Samsung. Mais justement, dans le casque de Samsung, déjà... Alors, eux, ils étaient déjà sur un coût un petit peu inférieur, mais j'ai commencé à enquêter. Ce sera entre 2000 et 3000 $, donc ça ne sera pas bien inférieur ça montre que le prix. Ça qui coûte beaucoup d'argent, bien évidemment. Et donc, c'est ça qui est intéressant, mais surtout, il se base sur un nouvel OS qui est Android XR, donc, qui a été développé par Google. Ils font bien ça en partenariat avec Google. Et je l'ai déjà dit dans une précédente émission, mais ils ont fait cette keynote qui était, regardez, nous, on répond point par point à ce que fait Apple, même avec un One More Thing. Ce qui est étonnant, c'est que on pourrait se dire, est-ce que le jour où on voit la chandelle, Apple a fait un peu pchit, un peu beaucoup pchit avec Apple Vision Pro, et puis on voit que Samsung se positionne, que Google réplique, c'est qu'ils se disent, il va peut-être se passer quelque chose à plus long terme. Tant mieux d'ailleurs pour le marché et pour les développeurs, parce que s'ils développent que pour une type de plateforme, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'entièreté des utilisateurs, qu'ils soient sur Android ou sur Vision Pro. Maintenant, moi, si je devais donner un avis sur le sujet, c'est que ils ont fait des annonces, ils ont dit voilà, ça ressemblait. Quand tu vois les deux appareils, il y a beaucoup de similitudes. Là, Samsung a fait en termes de design. Là, Samsung a fait grave les suiveurs. Faut dire les choses. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, attention, arrête là. Non, mais c'est bon, j'ai bien le droit de le dire. Vas-y. Bien, j'ai le droit de le dire. Mais je dis juste la vérité. Il ressemble beaucoup, mais après un casque, c'est un casque. Un casque, c'est un casque, certes. Réinventer à l'infini. Hein. Mais sans être devin, etc. Je pense qu'ils vont ramer comme Apple s'il y a personne, si les agences ne font pas ce qu'ils font. Quoi. Jordan, c'est une bonne nouvelle, l'arrivée d'Android XR pour ton studio, l'arrivée de Samsung. Et on a vu que Google a racheté la division XR de HTC récemment. Donc, il y a une appétence. C'est pas quelque chose qui fait pour le moment qui soulève pas les foules, mais on sent que les grands de la tech et les concurrents d'Apple se préparent à investir ce marché et à le démocratiser. À quelle échelle, on ne sait pas. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Nous, quand Apple est arrivé, on l'a tout de suite ressenti avec tous nos interlocuteurs sur les différentes plateformes. On était déjà en contact avec Google, Samsung à ce moment-là, et en fait, on avait compris que le casque il devait sortir plus tôt, et finalement, il a pris un peu de retard parce que, en fait, il fallait réagir au casque d'Apple. Je sais pas ce qui s'est passé en interne, mais j'imagine qu'il y avait beaucoup de sujets en termes de, ok, en fait, ils ont pris cette direction, il faut qu'on réponde à ça. Meta, c'est exactement la même chose. Là où ils étaient un casque qui était beaucoup plus gaming, aujourd'hui, ils essaient un peu d'être plus lifestyle. Donc nous, en fait, on est assez heureux parce qu'il y a ça y est, on commence à avoir un écosystème qui se place. On parle plus juste avec Meta, mais on parle avec d'autres très gros aussi. Maintenant, la question, c'est aussi quelles vont être les utilisations. Parce que autant je crois aussi qu'en tant que développeur, on peut essayer d'imposer des formats et des utilisations, mais en fin de compte, en fait, c'est toujours les utilisateurs qui décideront de ce qu'on aura sur ces casques. Et je crois, et j'y reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour le moment, c'est encore trop flou. La réalité virtuelle et la réalité mixte, c'est trop flou pour l'utilisateur lambda. Ils se rendent pas forcément compte de ce que ça peut être.
Et c'est, à mon avis, le travail des constructeurs de leur faire comprendre en fait toutes les possibilités de casques comme cela. Christophe, tu es d'accord avec l'analyse de Jordan ? Oui, je pense que le succès de ces casques-là, tu vois, tourne autour de plusieurs axes. Le premier, c'est celui qui est souvent affiché par Stéphane, et il a raison, c'est que tu dois avoir un équilibre entre la valeur perçue et le prix. Et aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Pour des raisons, peut-être pour des raisons d'ingénierie, peut-être pour des raisons de placement de produits sur le marché, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce qui va faire le succès, effectivement, les OS, les systèmes d'exploitation, ben ça va être important. Hein. Tu parlais d'Android, celui de Apple, etc., etc. Ça va être important. Mais surtout, il y a cette fameuse couche dont parlait Jordan, qui se trouve être les moteurs 3D, comme Unity par exemple, et Unity qui permet à des agences de développer une seule fois avec des petites adaptations, mais malgré tout pour la majorité des casques du marché. Et ça, c'est top parce que du coup, ça te demande, ça te permet d'adresser un marché plus important, tout en développant un petit peu moins cher malgré tout, et puis voilà. Et puis après derrière, effectivement, t'as le contenu, tu vois. Jordan parlait aussi de toutes ces expériences, tu vois, dans la réalité mixte, de toute cette possibilité de captation, etc., etc. Moi, je retiens un truc, tu vois, je sais pas si tu connais ces livres-là, ça doit peut-être te rappeler ton enfance, les livres dont vous êtes le héros. Bah, tu vois, Jordan parlait de format narratif. Avec un ordinateur derrière, ça devient du format narratif interactif, et là, ça devient beaucoup plus intéressant quand tu es immergé à l'intérieur. Et quand, en plus de ça, c'est dans ton environnement, bah là, c'est bingo, c'est un banger, en fait. Et donc, oui, c'est un mélange de tout ça, c'est quand tout ça, à un moment donné, va former une espèce d'équilibre où les utilisateurs vont se dire « Ah, je peux me l'acheter, c'est OK ». Et deuxièmement, il y a vraiment des trucs qui me plaisent dessus parce que j'en ai entendu parler et que je veux vraiment ce truc, quoi. On a vu s'écouler presque un an, jour pour jour, depuis la sortie aux États-Unis de l'Apple Vision Pro, Alexandre. Tout le monde reconnaît une valeur ajoutée. On verra, on a hâte de voir d'ailleurs le Samsung, parce que la qualité des écrans, on en parlait tout à l'heure avec Laurent, est vraiment exceptionnelle et c'est ça aujourd'hui pour moi ce qui saute aux yeux, c'est qu'à le dire. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Quelles sont les améliorations que tu as pu constater ces 12 derniers mois autour du casque? Elles ont été super importantes en fait. Ouais. Premièrement, on pouvait déjà dès le départ mettre son écran de Mac dedans. Sauf que quand on était dans un environnement, donc j'étais à Bora Bora par exemple ou à Yosemite, je pouvais pas voir le clavier de mon Mac. Ah, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Donc sur un produit qui est cheap, donc un peu le copier-coller sur le premier iPhone. Là après il y a maintenant le grand écran qui peut mettre en mode panorama. Ça c'est des choses là qui sont updatées. Mais surtout, moi l'une des meilleures sensations que j'ai, parce que du coup je travaille plus avec, que je regarde du contenu. Quand Apple met à jour le nouveau contenu, le contenu immersif, leur nouveau format où maintenant on rentre dans le film, mais c'est pas le film qui sort en 3D. Ça quand il y a du nouveau contenu qui arrive, c'est vraiment waouh. Et en plus de ça, voilà, pour l'instant. Il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Ils ont été très discrets, Apple. On va essayer de comprendre justement où sont les faiblesses aujourd'hui et pourquoi Apple a été, je dirais pas enthousiaste, mais n'a pas énormément poussé son casque ces 2 derniers mois. On liste, on l'a dit en préambule avec Laurent, les faiblesses, et tous les utilisateurs le disent, et tu es l'un des rares à me dire que toi tu arrives à travailler sans fatigue, c'est le poids et le confort est problématique sur l'Apple Vision Pro. Toi tu n'es pas d'accord avec cette analyse-là? C'est muscler les cervicales. Non, il a quand même dit que le canapé était intéressant, était un bon endroit pour le faire. Jordan, Christophe, quelle est votre analyse? Est-ce que vraiment aujourd'hui ce produit est si abouti que ça pour vraiment travailler? C'est une V1, on est bien d'accord? Quelques heures, tu peux travailler sans trop de soucis, tu vois. Le poids est OK, ça chauffe pas de trop, etc. Donc, c'est OK de pouvoir travailler quelques heures. Après, je ne me vois pas m'immerger pendant 8 heures d'affilée. D'ailleurs, c'est de toute façon pas ce que préconise Apple. Ils préconisent 2 heures. Je me vois pas 8 heures sur la journée, tu vois, à être dans le Vision Pro. Laurent, j'aurais vraiment envie de le faire. Oui, mais voilà.
Alors, Laurent, une réaction sur Twitter. Ouais, on a Phoenix Not Die qui dit 12 février, donc pas acheté, mais testé chez un ami, ça marche, mais le confort est catastrophique, mal au nez et au front après 45 minutes, 1 heure. Pour 4 000 €, c'est inacceptable. Si ce point précis est corrigé, ça change tout. Peut-on vraiment travailler longtemps sans fatigue? Alors moi, je vais donner une réponse quand même. Ouais. Okay. La réponse, c'est que moi, j'ai testé... Tu fais les questions et les réponses. Ouais, j'ai testé à peu près 4 Apple Vision différentes. Avec des gens qui ont acheté. Donc, j'ai pas testé un Apple Vision pour ma tête. Ouais. Chaque fois, tu substitues à l'utilisateur. Oui, donc quelqu'un l'a acheté avec tu sais, tu as toute une un masque différent, une épaisseur différente. Bon, en fait, 3 fois c'était une catastrophe et 1 fois c'était exceptionnel. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand toi tu fais... Tu l'as porté longtemps? Oui, j'ai porté longtemps. Mais rappelle-toi les émissions que j'ai fait ici, 3 heures, j'ai porté, donc 3 heures et demie. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu es sur celui qui est confortable, ça, à la limite, tu t'en fous de ça, des marques. La marque, moi je l'ai mal la marque, je porte tout le temps une casquette, j'ai la marque dès que j'enlève la casquette. C'est pas la marque le problème. C'est est-ce qu'à un moment donné, tu as mal ou pas mal. Si tu as le nez qui te fait mal, si tu as c'est quand même beaucoup d'utilisateurs qui nous remontent que c'est quand même problématique. Parce que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas le casque qui est adapté à leur morphologie. Ouais. Tu as résolu ce problème? Tu l'as constaté, ce problème, Alexandre? En fait, le vrai problème, c'est surtout ce bandeau-là. Moi, j'appelle ça le bandeau marketing. C'est le plus beau des bandeaux, comme ça Vision Pro il a de la gueule. Mais en fait, il y a un autre bandeau qui est fourni, qui passe sur le dessus. Alors, c'est un peu moins stylé, mais en fait, c'est beaucoup plus confort. Donc, tu mets juste l'autre bandeau, et après, c'est bon. Et de toute façon, je connais pas grand monde qui fait une journée de 6 heures sans jamais enlever le casque, sans jamais se lever. Donc, en fait, tu fais des 1h30, des 2 heures, tu vas prendre un café, tu reviens. C'est comme ça que tu arrives à faire une journée complète en travaillant avec ça. L'une des faiblesses aussi de ce casque par rapport à la concurrence, les autres casques acceptent qu'il y a plus de distance entre l'œil, entre les écrans et le visage, pour des porteurs de lunettes comme moi, comme Christophe, comme Laurent par moment, ou comme Stéphane. De garder ces lunettes. Là, ils ont fait le choix plus onéreux parce qu'il faut acheter des verres adaptatifs et ça a un coût, ou mettre des lentilles carrément. Toi, tu crois à une autre théorie? Tout à fait. Je pense, et ça, c'est ce qui paraît très logique par A plus B. Pour faire de la démo, je ne vais pas te demander de commencer à faire des lentilles spécialisées comme on Apple Store. Si Apple investit vraiment le créneau du spectacle, c'est la ça, démo. sur le spectacle. En fait, donc il faut changer la manière de voir. Il faut changer ce light seal, cette partie ici, qui permet en fait de pouvoir directement en avoir une plus épaisse, ce qui fait que ça passe au-dessus de vos lunettes. Techniquement, comment on fait avec les reflets, je n'ai aucune idée. En tout cas, ça pourrait avoir du sens. Donc toi, si Apple veut vraiment démocratiser ce produit comme un produit démo pour des entreprises, pour des musées, pour des expériences immersives, ils devront revoir ce design et pas se limiter uniquement à la possibilité de mettre des verres par-dessus les écrans. Mais à préciser, nous, en fait, on évangélise beaucoup nos collaborateurs avec, on a la chance d'en avoir un, donc autant le faire tester et montrer un petit peu le monde de l'XR à nos collaborateurs. On l'a fait tester à plus d'une centaine de personnes dans la boîte. Beaucoup qui avaient des lunettes, ça allait en fait. Et c'est là où l'autre sujet, c'est que voit bien. Tu arrives quand même. Enfin, moi, elles sont un peu épaisses, mais c'est des lunettes un peu plus. Non, tu mets pas tes lunettes. Juste moi, j'ai pas mis mes lunettes. Même si tu as une correction, tu peux quand même réussir à l'utiliser. Bien sûr. Moi, j'ai pas mis mes lunettes et moi, je suis très bien. Et le seul truc qu'on peut avoir, c'est le tracking de tes yeux. Du coup, tu as du mal à faire des actions. Et c'est là où on le voit bien. Et c'est ce qu'ils font en Apple Store. En fait, le but, c'est de pouvoir prendre le contrôle de l'action et de pouvoir cliquer à la place de l'utilisateur. Et je pense que c'est là où il y aurait un intérêt de cette petite application pour iPhone. On dessine déjà la version 2 du Vision. On va en parler dans un instant. Laurent, une réaction sur Twitter. On a Will E-Tech qui dit le jour où il y aura un Apple Vision non pro au prix d'un MacBook, peut-être qu'à ce moment-là, j'en achèterai un. Ouais, c'est vrai que le premier frein, Christophe, à sa démocratisation, ça reste quand même son prix. Tout simplement. Exactement, et c'est sûr et certain que le prix est particulièrement important pour retrouver ce fameux équilibre dont on parlait et accompagner des usages, bien sûr, mais le prix a énormément d'importance, c'est une certitude. Et depuis le début, c'est clair et net qu'on peut afficher le fait de se dire pourquoi Apple n'en sort pas un sans avoir l'écran extérieur ou un écran extérieur moins, en tout cas en façade, moins onéreux. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir juste un casque un masque plutôt en polycarbonate au lieu de l'avoir en aluminium, etc. C'est toutes des choses, c'est évidemment tous des axes pour pouvoir économiser un petit peu d'argent et pour pouvoir avoir peut-être demain pour le prix d'un MacBook Air, rêvons, un Apple Vision non pro, effectivement. 1500 €. On en parlait en préparant cette émission, Jordan, ensemble. Finalement, et puis Stéphane a insisté sur ce point, où est la killer app et au-delà, je dirais, où est le contenu? On sait qu'Apple est un producteur de contenu avec Apple TV+.
Et il n'y a quasiment rien, à part 3 ou 4 vidéos immersives de démonstration. On est quand même moi, à titre personnel, je serais, si j'avais un Vision Pro, extrêmement frustré de me contenter de voir des vidéos en 2D sur un écran même magnifique. Et... Je peux te donner juste une killer app, je viens d'y penser. Ils ont pris les droits de MLS, de football. Oui, du football. La Ligue de la Ligue américaine de football où joue Messi. D'ailleurs, je crois que même indirectement, Apple paye le salaire de Messi. Oui, il y a même le logo Apple TV sur la manche. J'étais en train d'imaginer la killer app. Imaginez, grâce au Vision Pro, on pourrait jouer à côté de Messi pour ces dernières années de footballeur. C'est une killer app. Ils l'ont fait hier avec la NBA. Hein. Ouais, mais pourquoi? Maintenant, tu peux voir les matchs de NBA en live et t'as les joueurs qui tournent devant toi en 3D. Moi, j'ai pas de Vision Pro, mais c'est le coup de cœur de Jordan. Tu me dis ça, mais non, mais tu me dis ça. Là, je voudrais écouter. Là, je voudrais le voir. Alors, jouer à côté de Messi. Alors, je me tourne vers le spécialiste du contenu. C'était extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses de la narration que propose aujourd'hui Apple dans ses vidéos immersives? Est-ce que tu trouves ça c'est comme ça qu'il faut faire, ou toi tu as une autre approche en matière d'écriture et de manière dont on raconte une histoire en XR, et au-delà, comment tu expliques le peu d'appétence d'Apple pour proposer du contenu et donc vendre indirectement, s'il n'y a pas de contenu, des Apple Vision Pro? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils financent, ils ont quand même des gros budgets pour peu de contenu. En tout cas, ils décident d'investir dans très peu de projets, mais de mettre énormément d'argent dans ces projets pour que la qualité soit au rendez-vous. Sur tout ce qui est narratif, donc sur ce qu'on a l'habitude de faire, c'est vrai qu'on aimerait plus de choses. Parce que pour le moment, en fait, je pense qu'on pourrait relativement vite faire le tour. À mon sens, en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. J'en ai absolument aucune idée. Je répondrai à ça de 2 manières. La première, c'est que pour Apple, la première utilisation du casque, elle reste sur du flat screen, et donc pas du tout en format immersif. La deuxième raison, c'est que je pense que Apple décide en fait de plutôt privilégier le lifestyle et pas en fait le narratif, et donc du coup d'aller plutôt dans tout ce qui est bureautique ou un usage professionnel, ce qui fait qu'à la fin on se retrouve avec des contenus narratifs qui sont beaucoup moins présents. C'est vrai que moi, je suis un fan de la première heure des séries Apple TV, et j'aimerais qu'il y ait exactement l'équivalent sur l'Apple Vision Pro, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ils ont sorti quelques choses qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, il y avait le What If de Marvel, qui était, je crois, environ 1 heure de contenu. Alors du coup, on y va tout de suite dès que ça sort, mais en fait, on le finit, et ensuite, ça y est, on a fait 1 heure et c'est terminé. Donc là, il y a un peu cette question de que décide Apple là-dessus. Quelles sont leurs quelle est la direction qu'ils vont prendre? Pour le moment, j'ai pas encore la réponse. Nous, on espère qu'il y en aura de plus en plus. On espère que le format 360 va petit à petit se démocratiser. Je crois que en fait, le format, c'est aussi une question de confort pour Apple. On l'a dit, c'est un casque qui est un peu fatigant. Pour moi, c'est surtout au niveau de la nuque. Comparé à d'autres casques, tout le poids est en avant, ce qui fait que ça travaille énormément la nuque. Et donc, peut-être que Apple se dit, OK, en fait, soyez sur votre canapé, tout se passe devant vous, vous n'avez pas besoin de vous retourner. L'utilisation, en fait, que je vois de la VR, c'est justement cette possibilité de pouvoir regarder dans tous les sens. Ça va venir, à mon avis, surtout quand le casque sera plus confortable. Mais pour le moment, on cherche encore à avoir plus de contenu, parce que c'est vrai que quand il y a des contenus qui arrivent, on est quand même assez content, parce qu'ils sont généralement assez beaux. C'est vrai, c'est assez beau, mais c'est vrai qu'on est un peu... Moi, j'adorerais de voir un épisode de Silo en XR. Voilà, mais c'est ça que pour moi, ça serait fantastique. Hein, ça serait For All Mankind. Je comprends pas que Apple ait pas fait quelque chose avec cette série. L'espace en VR, ça a toujours été quelque chose de super populaire. Bah oui. Il y a vraiment une demande. Et en fait, ils ont la série parfaite pour l'espace. Et en fait, pour l'instant, on n'a encore rien. Et il pourrait donner l'exemple et il ne le donne pas. Je pense que l'un des points intéressants à voir, c'est surtout qu'en fait, il n'y avait pas de caméra.
Bon, la caméra, la Blackmagic, la caméra qui permet de faire ça, qu'Apple a développée avec Titan, elle a été mise en prévente qu'en décembre. Et là, les premières sont délivrées en mars. Tu as l'iPhone, là, tu peux tourner l'iPhone. D'ailleurs, maintenant, intéressant, on peut filmer des vidéos spatiales à l'iPhone et les monter sur iMovie. Ouais. Bon, c'est formidable, mais on peut voir des vidéos. Les caméras vont commencer à sortir. Je pense que plus que ça, en fait, aujourd'hui, nous, on travaille énormément avec le temps réel, et en fait, Apple n'avait pas besoin de la caméra pour le faire. Pour faire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, dans For All Mankind, tout ce qu'on voit dans l'espace, la plupart du temps, il n'y a pas de caméra, tout est fait en CGI. Ouais, donc il y a cette possibilité en fait d'utiliser ces outils, et c'est dommage qu'il, pour l'instant, il n'y ait pas de choses particulières sur cette série. Il manque une certaine changement de mots de la part d'Apple, une certaine, au-delà de l'appétence, une certaine vision du contenu particulier pour donner envie à des utilisateurs d'équiper et d'avoir un effet wow en regardant une série, pas simplement en regardant une démo. Allez, on va essayer pour conclure cette émission de répondre à cette dernière question. Qu'attendre, qu'espérer du Vision Pro version 2 ? Et on commence par... Tiens, tu vas le faire, Laurent, parce que tu es plus doué que moi pour ça, et tu vois mieux sur le prompteur. Donc, sondage. Numéro 2. Numéro 2. Quel aspect du Vision Pro souhaiteriez-vous voir amélioré en priorité ? Alors, je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine unanimité. Poids et encombrement, 68,8%. Voilà, ça c'est pour Alexandre. 12,9%. Écosystème d'app native plus développé, 16%. Et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que je suis assez aligné sur ce point-là avec Stéphane Zibi. Non. Quand il dit que c'est vrai que s'il n'y a pas d'usage, parce que non, tu peux avoir imagine qu'il y a un casque qui est beaucoup plus léger, il n'y a toujours pas d'appli géniale pour l'utiliser, ça sert à rien. Donc le paradoxe, c'est que les deux devraient devoir se développer. Il y a quand même un point, 2,2%, qui est une manette de jeu spécifique. Alors ça, c'est juste pour Christophe. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord. Je sais que c'est juste pour Christophe, et moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les manettes, tu te rends compte qu'elles sont toutes multi-compatibles. Elles sont toutes Bluetooth, et tu vois les manettes. Moi, je vois à la maison, je vois mes fils qui jouent à la maison avec les manettes de Xbox sur l'Apple TV. Je pense que Christophe pensait plus à des manettes comme celle du Meta, c'est ça, Christophe ? Tu pensais à ça ? Ou celle de la Sony, par exemple ? Oui, plus largement, je pense que Apple devrait faire ses propres contrôleurs, que ce soit pour l'Apple Vision Pro, que ce soit pour l'Apple TV, le Mac, etc. Parce que ça pourrait vraiment être aussi un banger, ça pourrait être une tuerie de pouvoir avoir un vrai device fait par Apple pour permettre l'interaction. Ils sont doués là-dedans, c'est ça qu'ils devraient faire. Quand on voit le marché de la XR des autres plateformes, on pense à Meta ou HTC avec Google, 90% des applications, c'est des jeux. Oui, tout à fait. Et Apple dit non, c'est pas pour nous. C'est pour les pros. Enfin, mais par contre, les jeux dans le Vision Pro sont très sympas. L'opération Marvel, c'est pour les pros. Il n'y a pas de problème. Non, mais... Bon, alors revenons justement à une petite question Twitter, Laurent. Marius Coat nous dit « J'ai voté poids et encombrement, mais il faudrait vraiment qu'il fasse une killer app afin de motiver les autres pour qu'ils fassent de même. Ça manque terriblement. » Eh bien, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce qu'on est vraiment dans le poids et l'usage. Mano ? Yomano nous dit j'aimerais qu'Apple propose un Vision Pro beaucoup plus abordable, aux alentours des 1 000 €, me semblerait un prix honnête pour ce type d'appareil. Ce que j'attends vraiment, cependant, c'est des lunettes AR qui remplaceraient ce casque, mais la technologie n'est pas encore au point. C'est ce qu'a montré, c'est la magnifique démo qu'a fait Meta avec Mark Zuckerberg l'année dernière, Alexandre Jordan. On sent que sur le long terme, là on ne parle pas du Vision Pro 2, mais sur le long terme, à l'échelle de 5, 6, voire 10 ans, le souhait qu'a Stéphane que Apple propose des lunettes avec des verres et pourquoi pas de l'AR qui s'affiche comme un pilotage tête-haute d'un avion. C'est ça la vision globale, c'est ça que devrait ressembler à terme à un casque de VR, les amis ? Tout à fait. Ça sera le meilleur pour l'usage en mobilité. La VR a une possibilité de mobilité ou à la maison, sur une paire de lunettes comme les Meta Ray-Ban que vous aviez juste avant, ça peut être incroyable. Tu y crois, ce scénario, ou ça va prendre des années, Jordan ? Ça fait toi qui es un observateur très attentif depuis des années de la VR. Moi, je pense que ça va arriver plus vite qu'on ne le croit. Je pense que la technologie va très très vite évoluer. Et je pense que, à mon avis, dans 2 ans, on aura les premières lunettes qui ne seront pas forcément les lunettes parfaites. Ce ne sera pas les lunettes grand public, seulement les plus geeks d'entre nous en auront. Mais elles fonctionneront, on pourra faire quelques petites choses avec. Et en fait, plus le temps va passer, plus on va avoir des choses qui vont être vraiment très efficaces. J'ai aucun doute sur le fait que le casque de réalité virtuelle de dans 10 ans, en fait, ce sera juste des lunettes
de réalité mixte, d'AR, on pourra les appeler comme on veut. Mais je pense qu'en fait, le endgame de ce marché, c'est plus d'ordinateurs, plus de téléphones, peut-être même plus de monde connecté. Tout passera par les lunettes. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, un casque qui coûte 4 000 €, il peut remplacer et notre télé chez nous, et notre ordinateur, et notre téléphone. Et en fait, à la fin, le prix, ce sera juste un achat pour remplacer tous les autres. Réaction sur TikTok encore. On a Carré Harold qui dit une chose que je ne comprends pas. Je suis un gros adepte du MetaQuest 3 avec l'application Les Mills. C'est du HIIT, donc c'est High Intensity Interval Training. Et en faisant du airboxing, je ne comprends pas pourquoi Apple ne combine pas son Apple Vision avec Apple Fitness. J'ai l'impression qu'il n'y a rien pour le sport. Faire du fitness avec le casque. Non, mais c'est encore. Je pense que c'est un problème de poids. Si tu divises le poids par 2, il y a un potentiel. Si tu divises le poids par 2. Si je peux réagir là-dessus, parce que faire du sport avec le casque, il s'avère que c'est peut-être l'utilisation la plus populaire des casques aujourd'hui. C'est hallucinant de voir comment fonctionnent ces applications sur le MetaQuest Store, enfin le Meta Horizon Store maintenant. Elles sont très nombreuses, elles se vendent super bien, ne serait-ce que pour parler de Beat Saber, qui aujourd'hui est quand même l'application de VR la plus populaire. Oui, c'est un jeu, mais en fait c'est un jeu de sport. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'en servent pour faire du sport avec. Apple a décidé de ne pas partir dans cette direction parce que je pense que ça ressemblerait peut-être un peu trop à ce qui existe déjà. Et surtout, c'est vrai que leur casque est pas du tout pratique pour faire ça. Il y a quand même une batterie externe, tout le poids est assez mal réparti. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que demain, ça sera une utilisation commune. En fait, je pense que tout le monde fera du sport avec leurs lunettes connectées. Alors, à quoi pourrait ressembler ce Vision Pro 2 ? On a déjà essayé de tresser un portrait robot ensemble dès le début de cette émission. Tu nous disais, toi, notamment, que tu souhaitais qu'Apple permette à des utilisateurs de garder leurs lunettes. Donc, on revoit le design pour ça. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour permettre à la fois, je dirais, aux utilisateurs d'avoir un produit plus confortable et également plus accessible en termes de prix, tout simplement, Alexandre. Les matériaux, majoritairement, il est si je dis pas de bêtises, en aluminium brossé. C'est trop lourd, c'est trop fragile. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde vraiment ce qu'il y a dedans, il y a Jerry Cut Everything, un YouTuber tech assez connu, qui détruit tout le temps les objets Apple, qui a tout démonté. Pas qu'Apple il détruit tout. Et en fait, il y a plein de choses dedans qui ne sont pas utilisées. Donc en fait, là, quand on prend aujourd'hui ce qu'il fait, tu le mets sur un format plastique, peut coûter un peu plus de 1 000 €, mais parce que il n'y aura pas tant de choses dedans. Là, il fait plein de choses. Enfin, dedans, il y a quand même des capacités pour pouvoir capter toutes les ondes. Donc demain, Apple pourrait très bien les activer. Tu pourrais faire une app où tu vois toutes les ondes dans une pièce. Tu vois, en fait, il y a plein de choses dedans qui ne sont pas actives, un peu comme le HomePod avec les capteurs. Donc on a l'impression que c'est une plateforme presque de test, de démonstration à grande échelle. On est tous ceux qui l'ont acheté des bêta-testeurs. C'est ça. Ils activent un peu doucement. En alpha, c'est ça. Ils activent tout doucement. Et comme ça, là, tout ce qu'il fait aujourd'hui, tu pourrais le mettre sur une version moins chère. Donc par exemple, l'écran qui a été un élément fort de la présentation de la WWDC, l'écran en façade qui permet de voir les yeux de l'utilisateur et donc rassurer l'entourage que la personne est bien là et la voit. Ça, tu penses que c'est quelque chose qui va... Ça, il faut le garder. Il faut le garder, c'est très important. Ça a un coût, ça a un poids. C'est un coût, c'est sûr, mais ça fait une très grande différence. Parce qu'en fait, pour moi, ce que j'appelle, c'est l'adoption sociale. J'ai un extrait aussi dans les TGV où je me fais contrôler avec. Le contrôleur voit mes yeux, en fait. Et ça veut dire beaucoup. Au bureau, je parle avec quelqu'un, déjà, je le vois. Et il voit mes yeux. On me contrôle de suite. Mais vraiment, et ce côté où... Tu pas signer un autographe disant que t'es un Daft Punk. On pourrait presque. Ouais, c'est rigolo. Mais vraiment, cette adoption sociale qui fait qu'en fait, ça casse pas. Si je le mets et je te parle, normalement, tu vas voir un petit peu mes yeux. Et donc, ça fait pas comme si j'avais un MetaQuest où j'ai du plastique et des gros capteurs qui te regardent. Et ça, c'est super important pour une adoption. Et donc, j'espère sincèrement, et normalement, ça devrait être le cas, qu'il continue de faire une il a de bonnes infos, le petit Alexandre. On a des bonnes petites infos normalement, parce que les choses sont faites dans le quand le 2 ? Ah bah écoute. Parce que vous vous souvenez quand même de la première version de l'iPad et l'iPad 2. La différence de form factor. Il était divisé par 2. Divisé par 2. Vous vous souvenez de... C'est quand même plus facile qu'un je sais, je me souviens, mais je veux juste dire, entre les premières versions et les deuxièmes versions, le premier iPhone et l'iPhone 3 à l'époque, tu te rappelles comment c'était ? Il était très différent également. Il était beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher également. Je pense qu'il y a vraiment les premières versions de nouveaux appareils d'Apple. Déjà, on est soit à la phase, soit bêta-testeur. Les seuls qui ont bien marché, c'était les AirPods.
Dès le premier coup. Dès le premier coup. Ouais. Ça, faut dire bravo à Apple. Il ne faut jamais acheter une V1 chez Apple. Voilà, ça, c'est ce que je dis depuis longtemps. Voilà, mais simplement, dans l'absolu, je pense quand même que le 2 sera sera très très différent. Donc revoir Mais pas peut-être, tout de donc, suite. tu le C'est disais, compliqué. Alexandre, tu disais revoir peut-être également comment tu appelles ça, le bandeau, le Le serre-tête. bandeau, ouais, parce que en fait, surtout beaucoup de développeurs l'ont dit, et peut-être avec le kit dev que tu as eu avant de Jordan, en fait, il y avait un autre bandeau en partie haute. Et donc c'était quand même beaucoup plus confort, et beaucoup l'ont dit quand ils testaient avant que le produit sorte, et c'était beaucoup plus confort que ce qu'on a eu. Et ça, on le voit bien, et pour moi, ce serait ce qui sera. Et puis ce qui n'est pas indispensable aussi, peut-être, c'est les haut-parleurs intégrés. Après tout, tout le monde a des AirPods, c'est déjà une petite économie, hein. C'est une piste. Ouais. Et... Moi, je crois que tu dois le mettre. Si tu dois mettre et le casque, et les AirPods, et le. Non mais. Bon. Jordan, Christophe, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'Apple améliore et quelles pistes vous verriez pour rendre le produit plus populaire et plus accessible en prix? Moi, je pense que déjà, je réponds juste sur l'écran avec les yeux. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très utile. Même en termes social, avec Alexandre. On travaille quand même. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des casques VR au bureau. On n'a absolument aucun problème à discuter avec une personne qui porte un casque et sans forcément voir ses yeux. Je le fais énormément tester avec des amis, des gens de la famille, des gens qui viennent juste au bureau pour tester. C'est jamais un besoin particulier. Je pense que même si ça peut être intéressant dans quelques années, aujourd'hui c'est complètement quelque chose à supprimer pour économiser, pour que ce soit moins lourd. Moi, ce que j'aimerais, c'est un casque qui soit un tout petit peu plus confortable. Je pense que la batterie à l'extérieur, c'est une bonne idée. Parce que en fait, on se rend compte que c'est pas si encombrant que ça et on s'y habitue assez vite. Non, je pense qu'il faudrait que le prix soit beaucoup plus faible et qu'il y ait surtout beaucoup plus de contenu. Quand on parle de killer app, je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une application de bureautique, je ne sais pas si c'est une application de narration, je ne sais pas si c'est une application lifestyle. Il y a tellement de choses qui sont possibles. Et je crois qu'en fait, Apple a quand même eu cette bonne idée. Moi, je crois vraiment aux bêta-tests. Aujourd'hui, ils l'ont mis sur le marché, ils regardent quelles sont les utilisations et ensuite, ils se concentreront sur celles qui sont les plus populaires. La VR, c'est quelque chose qui est là depuis maintenant un petit paquet d'années. Et à part le gaming, on ne sait toujours pas pourquoi on a envie d'avoir un casque VR. Et en fait, c'est à cette question qu'il faut répondre. Je pense que la bureautique, c'est une bonne piste. Maintenant, à voir ce que ça va être. Et je pense que demain, on aura un casque. Ce qui est sûr, c'est que le Apple Vision 2 sera beaucoup plus intéressant. J'ai jamais trop compris la raison pour laquelle il l'avait appelé Pro. Mis à part pour justement freiner des achats de potentiels acheteurs en leur disant non, celui-ci il n'est pas pour vous, en fait le prochain le sera. Christophe, qu'est-ce que tu améliorerais en priorité si tu avais une baguette magique pour transformer et rendre quasiment un produit sur mesure et plus accessible? Et c'est compliqué d'économiser du poids, sachant que la batterie elle est externe déjà, donc Oui. Mais effectivement, comme le disait Jordan, le fait d'avoir une batterie externe, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on peut admettre. C'est quelque chose qui se met facilement. En plus, sa forme te permet de le mettre facilement dans ta poche. Donc, c'est vraiment pas un sujet. Mais effectivement, je pense aussi que le fait d'avoir un écran en frontal de le retirer permettrait quand même d'économiser en prix, d'économiser en poids. Même si, l'idée est cool. Maintenant, il est peut-être possible de faire un écran moins coûteux, plus léger, tu vois, un peu au format LED plus large, en fait, qui te permet d'avoir un truc un peu cartoon, malgré tout pour conserver l'usage. Mais si je pouvais changer quelque chose, ce serait juste le prix, en fait. Juste le prix. Je pense que la killer app, ce sera le prix, en fait. C'est bien vu. Ah, c'est sûr, ça. Alexandre. Quand même à rajouter, et j'ai oublié de le dire, la place qu'il prend, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai la House Apple, en plus qui coûte assez cher, il prend beaucoup de place. En fait, c'est un sac à dos en plus. C'est ce que nous disait Didier, qui arrivait à la conclusion, comme certains, qu'il prenne la poussière, ce qu'il aimerait la porter partout avec lui. Mais entre son ordi, pour l'ordinateur déporté, sa caméra, ses micros, ses iPhones pour filmer, en plus prendre un gros sac pour mettre le casque, c'est juste superfétatoire. Alors que des branches repliables, techniquement. Donc tu penses qu'en matière ergonomique et de compacité, il y a un vrai sujet. Quand même moins de place. Ouais. Bon, écoutez. Mais bonne nouvelle, c'est la meilleure techno d'Apple d'il y a 3 ans. Donc quand même depuis. Oui, une puce M2 notamment. On a hâte de voir Olivier. Oui.
Olivier, par contre, il y a un usage que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps et qui est génial avec l'Apple Vision Pro. Non, tu avais dit qu'il n'en parlerait pas. Tu avais dit qu'il n'en parlerait pas. Non, surtout que c'est pas pour les moins de 18 ans, c'est pas possible. Non, c'est pas pour les moins de 18 ans, je t'assure. Le fait est qu'il n'y a pas tellement longtemps, je suis passé sur un véhicule complètement électrique. Et là, c'est une nouvelle vie qui s'offre à toi de recharge pendant 40 minutes sur les aires d'autoroute. Et franchement, l'Apple Vision Pro dans un véhicule électrique avec ton siège en fait que tu inclines légèrement, c'est génial. Bah oui, tu penses. Et puis tu peux le charger directement, en plus c'est pratique, tu n'as pas de problème d'autonomie. Mais ça commence à faire lourd les 40 minutes, hein, mais bon, passons. Très bien, moi j'ai tendance à manger un burger, mais il faut que j'arrête les burgers. Écoutez, moi j'ai hâte de voir la suite. Moi ce que je ne comprends pas, mais vraiment c'est pas une question candide, c'est pourquoi finalement... Moi j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'Apple manque véritablement d'ambition pour ce produit. Ils n'en font pas de promotion outre mesure, on ne voit pas des stars l'utiliser. Je vais rajouter... Je termine juste. Ils ne font pas de stars pour... tu vois, ils ne font pas d'événements. Dans les séries Apple TV qu'on voit à longueur de séries, ou même les séries dans lesquelles ils payent pour qu'on voit des produits Apple, on ne voit jamais le Vision Pro. On se dit, mais... T'imagines le scénariste comme il doit faire preuve non, mais tu pourrais avoir quelqu'un qui travaille. On a reçu Alex dans cette émission qui travaille sur une robe et une meilleure virtuelle. Tu vois, ça a été rigolo. On voit rien. C'est capillotracté ce que tu dis. Non, je suis pas d'accord parce que Christophe, quand il prend une photo de son bureau, il glisse toujours l'Apple Vision Pro sur un coin du bureau. Ça fait un truc, ça donne toujours un côté très pro. Et moi, je suis un grand fan des photos de Christophe Degrave. Non, moi, je vais vous donner 2 infos. Ouais. J'ai 2 développeurs qui m'ont dit, qui n'ont pas voulu témoigner, parce que donc voilà, mais qui m'ont dit. Les meilleurs sont là. Non, tu vois, et ça sera confirmé ou infirmé, donc qu'en fait ils étaient quand même maintenant. Je ne prends pas le cas de Jordan au début où il a dû monter patte blanche, mais maintenant ils se font terriblement dragués par Apple. C'est-à-dire qu'Apple est prêt à libérer des ressources et à les appeler, voire même des gens qui sont développeurs pour macOS, qui se font draguer par Apple en disant « Regardez, vous faites du développement macOS, est-ce qu'on ne peut pas voir ensemble ce que vous pouvez faire ?» Donc je pense qu'il y a un travail de fond. Je pense qu'il fallait qu'il sorte ce produit. Ils ne pouvaient plus attendre, ils ne pouvaient pas... Oui, mais je pense qu'il fallait qu'ils sortent le produit. Je pense qu'ils étaient arrivés au bout de... Ça faisait trop longtemps qu'il n'y a rien qui était sorti. Il y avait trop de risques même que ça fuite et tout ça. Ça aurait pu sortir Apple Intelligence. Ouais, c'est un autre sujet. Qui va arriver sur le Vision Pro, c'est apparemment la rumeur... lancé cette semaine par Mark Gurman. Le mot de la fin peut-être à Christophe et à Jordan. Le mot de la fin, ce sera... Je voyais que tu étais mitigé sur ce que disait Laurent, tu faisais comme ça. Ouais, oui, on n'a pas été trop approché. Enfin, on parle avec Apple quasiment toutes les semaines, et c'est vrai qu'on n'a pas spécialement, ils nous ont pas spécialement demandé en fait de nous intensifier en termes de. Tu es d'accord avec ce que je dis sur le manque d'ambition un petit peu d'Apple? Tu le ressens aussi toi à ton niveau sur le fait qu'Apple est un peu timide finalement, un peu comme s'ils n'y croyaient pas dans leurs produits. C'est fou quand tu imagines les sommes folles qu'ils ont dépensées pour mettre au point cet engin, quoi. C'est les visions qu'on a de l'extérieur. Sur les trucs que je peux révéler en fait dans mes échanges avec Apple, c'est qu'ils font tout pour avoir du Mac en entreprise et que ça c'est l'axe aujourd'hui pour le moment. Et donc l'Apple Vision Pro en fait, j'en entends quasi jamais parler en fait. Bah oui. Jordan, tu discutes avec Apple en ce moment? Nous, on discute avec Apple, on parle que Apple Vision Pro, parce qu'on est vraiment on développe uniquement des projets en réalité virtuelle. Je pense qu'il y a toujours cette question de quel est le bon type de format par rapport à ce qu'on peut leur proposer. Il y a plein de choses dont je ne peux pas parler, malheureusement. Donc il y a des choses en préparation. C'est bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des contenus qui arrivent sur Apple Vision Pro. Et je ne sais pas si ces contenus ils préparent la suite ou s'ils sont vraiment pour Apple Vision Pro. Mais effectivement, il y a plein de questions à se poser sur quelle est la stratégie d'Apple autour de ce produit. C'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'ils préparent la suite et que pour eux, c'était juste le début d'un assez long voyage parce que, contrairement à d'autres produits, un casque de réalité virtuelle, enfin en tout cas les casques de réalité virtuelle, demandent beaucoup plus de travail pour convaincre le public plutôt que simplement, je sais pas moi, une montre connectée par exemple. La montre connectée, c'est facile à vendre, c'est une montre qui est connectée à votre téléphone et en fait elle fera tout ce que vous connaissez déjà d'une montre et plus. Un casque de réalité virtuelle, en fait là c'est complètement différent.
Et aujourd'hui, les gens qui ont testé des casques de réalité virtuelle, c'est des personnes qui sont dans des centres commerciaux et qui ont pu essayer de faire des roller coasters, ou alors sinon ils ont été dans des musées et ils ont pu voir des impressionnistes ou des dinosaures. Mais en fait, pour la plupart, ils savent pas encore à quoi s'attendre. Et donc du coup, ils sont assez frileux. Je le vois autour de moi. Il y a des personnes, je leur dis, mais venez tester de la VR. En fait, ils se disent, ça m'intéresse pas. Et je sais que je peux trouver des utilisations qui vous intéressent. Donc là, ça va vraiment être une question marketing d'abord, et puis ensuite de produits ensuite. C'est vraiment un mot de la fin que je vais dire. Stéphane. J'ai entendu, comme vous le savez, je suis pas un très grand fan de ce produit-là, mais je tiens à dire une chose. J'ai entendu des utilisateurs, des fans de Vision Pro. Vous n'avez jamais utilisé l'expression d'Apple ordinateur spatial. Ça veut tout dire. Si. Si, Alexandre l'a fait. Oui, tu parles. Mais On dit bon. lunettes. Ah, même si c'est la finalité, je Non, mais pense. en gros, c'est comme l'Apple Intelligence. Ils veulent s'approprier des termes de façon un peu hautaine pour éventuellement détourner un peu l'attention. Mais il y a un point sur lequel on n'a pas abordé. Vas-y, Jordan, excuse-moi. Je pense que c'est aussi une question de essayer de détourner un peu ce qu'est la réalité virtuelle aux yeux du public. C'est-à-dire que pendant ces dernières années, en fait, ça a été très attaché au métaverse. Ouais. Donc en fait, on entendait énormément métaverse, et ce qui fait que quand on pensait réalité virtuelle, on pensait métaverse, alors que c'est deux choses différentes. Ouais. C'est très attaché au gaming, et ça depuis les années 90. Et en fait, voilà. Pour que la réalité virtuelle se détache de ces choses-là, c'est assez compliqué. Et donc, en fait, dire ordinateur spatial, c'est pas simplement Apple qui veut faire quelque chose de différent. C'est peut-être aussi essayer de prendre une autre approche pour convaincre un nouveau public, pour convaincre, je sais pas moi, des personnes qui sont pas forcément technophiles, mais pourraient y voir un intérêt en se disant, bah là, en fait, ouais, je vais acheter un appareil qui va me permettre d'avoir plusieurs écrans à la fois, par exemple. Mais ça remplace pas le Mac, on est d'accord. Au jour d'aujourd'hui, non. Mais l'idée, à l'échelle de 5 à 10 ans... Donc c'est pas un ordinateur. Par contre, ça remplace bien ton iPad. Oui, je m'en fous. C'est pas un ordinateur. Je voulais juste rajouter un petit point quand on parle sur on y arrive à conclure cette émission. Je l'ai dit, la différence avec Jordan pas content et Christophe, c'est que c'est long. Notre cœur d'activité, c'est quand même pas de la XR. Ouais. Et en fait, la vraie différence que j'ai sentie avec Apple là, c'est qu'ils ont un vrai accompagnement pour le corporate. Ils font des sessions dédiées à des comex dans leur bureau à Londres, à Paris, etc. Vraiment juste pour expliquer le produit, pour évangéliser. Et si on est vraiment sur l'évangélisation pure, c'est pas on est au début d'une histoire. Donc c'est ça. Moi, cet accompagnement premium et qu'on voit les équipes en France, et je pense que on doit avoir les mêmes contacts, qui sont vraiment petits oignons, qui sont super et qui évangélisent plus qu'autre chose. Ça veut dire beaucoup aussi. Donc, s'il y avait une chose à garder de cette émission et de tous nos échanges riches qu'on a eu aujourd'hui, c'est que effectivement. Le Vision Pro n'est pas un succès, loin de là, mais ça ne veut pas dire qu'Apple va s'arrêter là. On a entendu dire l'été dernier qu'Apple arrêtait la production, mais ça veut dire qu'ils arrêtent le Vision Pro. Quand on voit les efforts qui sont portés et les sommes colossales qui ont dû être dépensées pour développer cet engin, voilà. Et on peut même penser légitimement que des points d'interface, tu m'en parlais avant de cette émission, Alexandre, des éléments graphiques, des éléments de fonctionnement, des éléments ergonomiques puissent bénéficier à des utilisateurs d'iPhone, voire des utilisateurs d'iPad ou de Mac. Complètement. En fait, ce qui est assez intéressant, et je vous invite à suivre tous les designers sur Threads, sur X, etc., on commence à avoir des idées de se dire que là, l'UI design et l'UX va commencer à ressembler de plus en plus à du Vision OS. C'est-à-dire que iOS va se ressembler de plus en plus à regardez bien, iOS 19 devrait avoir des designs un peu représentants de ce qu'on voit dans une Vision Pro, des effets un peu transparents, etc. Et donc c'est déjà assez important. Hein. Vision Pro, déjà, il a amené des règles de design qui sont très strictes. Quand on veut faire des apps, il faut quand même suivre le design Apple. Et derrière, quand on regarde ce que fait Google avec Android XR, c'est très similaire. Et quand on voit tous les derniers designs des applications Apple comme Invite, l'application qui est sortie maintenant il y a une semaine, on est en fait sur du design de Vision OS, un peu transparence, etc., dans de l'iPhone. Et donc iOS 19 devrait plus tirer là-dessus pour commencer à habituer les gens là-dessus. C'est une manière de démocratiser la XR sur son téléphone portable. Allez, on passe à vos coups de cœur. Christophe, on commence par toi. Ton coup de cœur cette semaine. Alors, c'est mieux avec le micro ouvert. Ça semble être Larry Merkable. Non, je pratique le mime. D'accord. Olivier. Donc, tout de même. Non, mais mon coup de cœur tient dans une pochette, tu vois. Et puis, c'est super facile. Parce que tu ouvres cette pochette et tu en sors
un écran. Non, un écran. Un iPad, oui, un écran que tu vas pouvoir. Alors j'ai envoyé quelques vidéos en fait. Enfin, on voit des traces de doigts derrière. J'ai envoyé quelques vidéos, donc on va pouvoir les passer, bien entendu. Mais c'est un écran de Asus de la gamme Zen Screen qu'on peut trouver aux alentours de 120, 150 € en fonction des options qu'on prend. Et franchement, c'est hyper pratique quand on est un peu en mode nomade ou qu'on veut pas toujours être installé sur le même bureau. Moi, j'aime quand même bien avoir 2 écrans, tu vois, c'est super confortable. Et là, tu branches ton USB-C qui alimente l'écran et en même temps, tout simplement, qui lui envoie le signal vidéo. Et c'est super pratique. Tu peux même faire du gaming. J'ai essayé un peu, avec des jeux comme Resident Evil, etc. C'est vraiment super top. Ouais, tu peux le mettre dans tous les sens, comme on le voit là. C'est hyper bien fait. C'est pas le premier écran portable qui a été présenté au public, mais celui-ci est vraiment chouette. Il tient dans un sac sans trop de problèmes et puis voilà, ça fait partie de ton confort. Je préfère te balader avec un bon vieil écran plutôt qu'avec ton Vision Pro. C'est intéressant. Ouais, c'était un peu facile. Jordan, ton coup de cœur cette semaine? Moi, j'avais envie de vous parler de l'application, de l'update qu'il y a eu sur l'application NBA sur Apple Vision Pro, justement, puisque j'avais envie de rester dans le thème. Ils ont intégré la Tabletop View dans un match. C'est-à-dire que pendant un match de NBA, en live, vous avez les joueurs qui sont scannés. En fait, vous allez pouvoir voir le match en tabletop. Donc, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je pense que quand on est un fan de basket et de NBA, c'est absolument génial. Là, il y a un peu de latence, mais ça fonctionne plutôt bien. Oui, quand on s'appelle Jordan, effectivement. On s'en c'est rend exactement très ça. rapidement. Et j'ai fait du basket pendant plusieurs années, donc je suis à fond dans le cliché. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Déjà, la NBA, c'était un gros focus pour MetaQuest, et on voit en fait que ça continue sur Apple Vision Pro. Et là, en fait, petit avantage pour Apple Vision Pro avec cette feature parce que elle est vraiment intéressante. Et c'est assez fou qu'ils soient capables de faire ça. Alors que je comprenne bien comment ça marche. C'est-à-dire que tu as la représentation graphique, c'est de la 3D, c'est pas la vidéo en direct du match. Et tu as en temps réel, sous différents angles, toutes les actions en direct, c'est ça? En gros, ouais, de ce que j'ai compris, c'est un stade un peu particulier qui scanne en 3D le match et qui le renvoie dans le Apple Vision Pro. Ouais. Donc on voit qu'il y a des usages, on commence à défricher, mais c'est encore timide, mais voilà, ça fait déjà un petit peu plus rêver, comme on le disait tout à l'heure. Stéphane, sur les applications de sport, on reste dans le sport avec Alexandre. Tout à fait. C'est pour ça, Jordan, super, on est à peu près similaires. Moi, c'est plus une fierté, une vraie fierté générationnelle. Moi, c'est Labs. Donc Labs, c'est une application qui a été faite par quatre étudiants qui sont en moitié en alternance en Allemagne. Et en fait, c'est comme la NBA, sauf que c'est fait pour la F1. Et ça te permet de regarder toutes les courses en live et en replay. Et donc tu as ta map avec tous tes circuits qui ont été remodélisés en 3D. Tu as tous tes écrans, et on le sait en F1, il y a plein de data, plein de caméras, etc. Et là, tu peux choisir toutes tes informations. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que ça a été fait par des jeunes et pas avec la F1. Et donc la F1 sont très fâchés contre eux. Donc l'app n'est pas dispo sur le store. J'ai eu la chance de les rencontrer, donc j'ai le test flight et j'ai pu jouer avec. Et là, tu vois, on a un vrai usage. Parce qu'il y a quand même des fans de F1, il y en a partout. C'est-à-dire que tu as vraiment... tu as l'écran virtuel, comme on l'a vu tout à l'heure avec le stade virtuel, où tu vois tous les pilotes sur la représentation graphique du tracé du circuit. Tu as le signal vidéo de la retransmission sur un écran. Tu as ton pilote préféré dans son cockpit. Tu as les datas, les temps autour, etc. Et tu peux même écouter ce que dit le pilote à son équipe. Ouais. Tu as accès à tout ça, donc tu cliques sur ton pilote préféré et tu le suis. On a hâte que la FIA, la Liberty Media l'adapte et il propose une application de son nom sur l'Apple Vision Pro. 4 mecs qui ont développé ça en side jobs en 6 mois. C'est quand même fort, c'est pas la NBA. C'est assez remarquable et on vous invite bien sûr prochainement à nous rejoindre sur On refait la F1 qui va reprendre bien sûr. Normalement pour la pré-saison et les essais de Bahreïn, soyez au rendez-vous tous les lundis soirs pour On refait la F1. De mon côté, mon coup de cœur, c'est bien plus terre à terre. On parlait de monde connecté tout à l'heure, c'est la dernière montre connectée de chez Amazfit et s'appelle l'Active 2. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est une montre qui est essentiellement taillée pour le sport. C'est vraiment l'angle qu'emprunte Amazfit. Il ne s'agit pas
d'aller sur celui d'Apple. Il s'agit plutôt d'utiliser plutôt Garmin, mais avec des tarifs, vous allez voir, assez intéressants. Donc jusqu'à 10 jours d'autonomie, jusqu'à 160 modes de sport. Il y a les cartes offline chères à Didier si vous faites de la randonnée. Vous avez même des directions qui sont données, et le tout sans abonnement. Vous avez un vrai écosystème, et c'est compatible, oui, avec l'iPhone. On peut recevoir ses appels, donc il n'y a pas que l'Apple Watch dans la vie. Et le prix, messieurs, dames? Moi, je sais. 249 ? Non. 99 €. Ah bah voilà. Voilà, donc même le prix ferait à ma suite Active 2, assez étonnant, on s'est bien amusé à les utiliser. Laurent, de ton côté? Alors, moi j'en ai deux. Le premier, c'est je suis resté dans le thème, et donc en fait dans le thème c'est Zillow, qui est l'application d'immobilier américaine qui essaye toujours d'innover. Ils ont fait par exemple un ChatGPT où dans le ChatGPT tu peux retrouver tous les prix de leurs offres. Et là ils ont juste fait une vision immersive des biens qui sont sur le marché. Donc ça s'appelle Zillow Immerse, et c'est assez marrant. Alors c'est pas filmé en immersif, c'est comme des visions 360, mais du coup tu peux te déplacer, tu as le plan de la maison et tu vois toujours où est-ce que tu es dans la maison, donc tu as ce sentiment que tu peux placer d'une pièce à l'autre parce que tu vois toujours où tu es. Donc voilà, et comme je voulais aussi quelque chose pour que tous ceux qui n'ont pas un Apple Vision Pro se mettent quelque chose sous la dent, et on m'a souvent critiqué en disant ouais, Laurent il fait des blagues sur les Belges, et donc je voulais sur les Belges, ouais. Mais non. Oui, il y a eu quelques commentaires. Christophe dit quelque chose. Je voulais dire deux choses. La première, c'est que j'adore les Belges, j'adore les Québécois, j'adore les accents, j'ai aucun problème avec les accents. Je ne comprends pas. Hein. Et donc aujourd'hui, mon coup de cœur, c'est l'excellentissime conte du tout aussi excellentissime professeur Fabrizio Buccella, qui est un Belge, et qui est en fait un professeur de physique et qui fait des vidéos mais juste exceptionnelles. Là récemment, il a refait la vidéo sur le poids du pain à l'époque de, je sais plus si c'est Clémenceau ou. Tu trouves ça où, sur YouTube, sur Instagram. Et il est juste exceptionnel. Je trouve que c'est une façon mais vraiment géniale de démocratiser. Et comme il fait à la fin de toutes ses vidéos, je vais dire salut Cus. Merci Laurent, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Moi, je peux... Ah pardon Stéphane, tu n'étais pas dans le déroulé, je t'ai oublié. Attends, excuse-moi. Tu as un coup de cœur, excuse-moi Stéphane. Oui, j'ai un coup de cœur, oui, c'est la saison 2 de Bref. Et donc, comme c'est Bref, Allez la voir. Après quoi, ça c'est ils ont réussi. 10 ans, 12 ans, c'est ça 10 ans. Ouais. Ils ont réussi à faire quelque chose. On avait plein d'épisodes de 2 minutes. Ils ont réussi à transformer les 2 minutes en 30 minutes, en 6 épisodes. Et je pense que tout le monde, qu'on soit jeune et un peu moins jeune comme nous, les quinquas, non, je parle pour moi en tout cas, on s'y retrouve, et c'est vraiment une pépite. Et d'après ce que j'ai pu voir et lire, dont les notes sur Allociné, c'est la série la mieux notée de l'histoire d'Allociné sur Disney+. Et c'est disponible sur Disney+. Voilà. Sur Disney+, qui est disponible sur l'Apple Vision Pro. La boucle est bouclée. Quel talent, mon cher Stéphane. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Christophe, merci Jordan, merci Alex, merci Stéphane, merci Laurent d'avoir participé à cette émission pour cet éclairage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va certainement proposer un test complet de l'iPhone 16e, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton, et également n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Voilà, merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.